Ok, là c'est Salut, bon. salut. Yes, tu vas bien? Très bien. Oui, oui, super. Super, super. Bon. Et en deux mots, qu'est-ce que tu faisais en ce moment-là, que tu étais tellement occupé? Raconte-nous. Oh, c'est un peu, comment dire, euh, c'est pas tellement d'être occupé, c'est simplement que c'est quand on est dans un endroit comme le Népal, ou attends, ok, Florence, ok, quand un endroit comme le Népal, si tu veux, euh, toutes les choses du quotidien, que ça soit Ouais, des choses vraiment très basiques, tu vois, prennent une toute autre dimension. ouais. Mhm. Et de ce fait-là, euh, le temps s'écoule très vite dans chaque journée et tu fais pas des choses particulières, mais euh, elles remplissent complètement le temps d'une journée. Tu vois, D'accord, c'est-à-dire les ok. choses sont faites avec peut-être plus de conscience, plus de. C'est très différent de une situation où tu es tout le temps en train de penser à ce que tu vas faire. Tu vois, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Et donc, tu fais jamais vraiment rien. Tu es tout le temps en train de penser, tiens, je vais faire ça, ou je viens de faire ci, ou etc. Et donc, toutes les choses basiques, en fait, euh, semblent dérisoires et semblent inutiles, mais en fait, c'est ça notre vie. Notre vie, c'est faire des choses simples qu'on doit faire, mais qui remplissent finalement toute notre existence. Hmm. Et quand tu es au Népal ou dans des pays comme ça où les choses sont extrêmement, qui te portent en fait vers la spiritualité. On ne parle pas de Hmm. religion, mais on parle de spiritualité dans le sens où l'esprit prend une toute autre dimension. Dire que notre esprit n'est pas juste concentré ou attaché avec, on pourrait dire, ce qu'on imagine être ou ce qu'on imagine faire ou ne pas faire, mais simplement absorbé dans ce qu'on pourrait appeler le moment présent. Hmm. D'accord. Et ce Mhm. moment présent prend vraiment une autre dimension. Tu vois. Et donc, c'est pas qu'on fait beaucoup de choses, on fait pas énormément de choses, mais euh, ça remplit complètement l'existence. Il n'y a pas besoin de plus. Hmm. Tu manges, tu te laves les dents, tu te laves les dents. Et donc, c'est un peu ça que je vis au Népal, tu vois. C'est un peu ces moments privilégiés où tu n'es pas ni dans le passé, ni dans le futur. Hmm. D'accord, d'accord. Plus dans cet aspect-là. Mais Hmm. j'ai pas médité particulièrement ou fait des choses extraordinaires. Mais c'est une autre façon de vivre. C'est très impressionnant, hein. C'est très impressionnant. Parce que, par exemple, tu vois, le dernier jour, euh, pour revenir ici en France, le dernier, une espèce de bar, pas très grave. Le dernier jour, là, je suis levé tôt le matin et je suis allé voir un peu le stupa. J'avais un peu cette envie d'aller voir le stupa de Bonnat. Et en fait, tu vois des gens qui sont affairés à tourner autour d'un stupa, tu vois. C'est-à-dire, il y a je sais pas trop ce qu'ils pensent ou pourquoi ils font ça. Honnêtement, je sais pas. Mais néanmoins, il y a comme cet élan, si tu veux, vers quelque chose d'autre que le monde matériel dans lequel nous sommes, Hmm. tu vois. D'accord. Hmm. Hmm. Et Hmm. c'est ça qui change énormément de choses. Ça Hmm. change énormément de choses. Et cette énergie, c'est ce que je disais à une personne que j'ai rencontrée extraordinaire, l'ancienne cuisinière je sais pas comment ça s'appelle, de Chatra Rinpoche, tu vois, Chatra Dorje Sangye Rinpoche, Hmm. Hmm. des gens avec lui, tu vois, à cuisiner pour lui, personne vraiment extraordinaire. Et je disais, parce que c'est très plaisant, tu vois, tu te lèves le matin, tu vas faire des tours de stupa, tu ne cherches pas trop à comprendre pourquoi ni comment, mais tu le fais et ça amène un esprit très paisible, très tranquille. Et en fait, je disais, on aurait besoin d'un truc comme ça à Paris. Tu vois, on aurait besoin d'un stupa, tu vois, à Paris, où les gens sont affairés à tourner autour du stupa. Tu vois. Et donc, c'est un peu comme, je sais pas, c'est difficile à exprimer parce que normalement, nous, on est dans un monde uniquement matériel, tu vois, Hmm. Bien sûr. uniquement matériel. Ouais. Même la méditation devient en quelque sorte matérielle. Même le bouddhisme tel qu'il est présenté, etc., devient une Hmm. sorte de matérialité, une sorte de recherche vers quelque chose à atteindre, quelque chose à Hmm. obtenir. Tu vois, on va collectionner des choses qu'on a obtenues, on va souhaiter avoir d'autres choses qu'on n'a pas obtenues, etc. Et
et c'est notre façon de vivre la spiritualité. C'est dans ce Mhm. matérialisme, tu vois. Un matérialisme qui en fait change rien au schmilblick. Tu vois. Puisqu'en Mhm. fait, si on vit même la spiritualité dans cet esprit, on est toujours en recherche d'obtenir quelque chose. Et oui, bien sûr, le piège est là. Tu Et vois, oui, on veut on du veut résultat. obtenir un truc, on veut ceci, je veux cela, je médite pour ceci, je médite pour cela. Tu vois. Et en fait, non, tu vois, c'est là l'erreur. C'est parce qu'en fait, si on est tout le temps à rechercher un truc, on n'est jamais dans le moment présent. Mhm. Bien Tu vois. sûr. Mhm. On n'est jamais vraiment dans le moment présent, ouvert et tranquille. Tu vois. Mhm. Et, euh, et quand tu vas dans des pays comme ça, tu vois les choses de manière totalement différente, puisque les personnes sont pas, on ne sait pas ce qu'ils recherchent vraiment. Tu peux poser la question, pourquoi vous tournez autour de Stupa? Personne ne va te dire parce que je veux devenir Bouddha pour être bénéfique à l'ensemble des êtres. Ils vont pas répondre ça. Ils vont juste te dire, je le fais, c'est tout. Mhm. Et je sais qu'au moment où je le fais, ça m'apporte un état d'esprit qui est différent de l'état d'esprit quand je le fais pas. Mhm. Tu vois. D'accord. Et ça suffit. Et ça suffit. C'est Mhm. cette, un peu cette conscience, si tu veux, de, de comprendre toutes ces actions spirituelles, elles sont pas forcément tournées vers un objectif ou un but, Mhm. mais dans le moment où tu les fais, elles apportent un bienfait, tu vois, Mhm. Mhm. qui n'est pas présent s'il n'y a pas ça, tu vois. Mhm. Moi, je D'accord. suis arrivé à Paris, tu vois, dans ma chambre d'hôtel, là, je suis dans la chambre d'hôtel à Paris, et je commençais à partir complètement en live, tu vois, mon esprit divaguait. Waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Parce que tu n'es plus dans cet environnement extrêmement porteur, dans un autre environnement, justement, qui est porteur vers, on va dire, on va pas dire des termes méchants, mais allez, on va dire vers la matérialité, ok. Mhm. Vers la Mhm. matérialité et, et l'importance du passé et du futur, en Mhm. dépit du présent, tu vois. C'est un peu notre monde. On s'attache à notre corps, on s'attache à ce qu'on a fait, à ce qu'on va faire, etc. Tu vois. Et waouh, je dis waouh, c'est quoi c'est difficile, tu vois. Mhm. Et à un moment donné, je parlais à un peu personne comme ça, comment faire tout ça. Et au moment où j'écrivais le texte, tu vois, j'écrivais, mais je dis non, tu sais quoi faire. Tu sais ce qu'il Mhm. faut que tu fasses. Mhm. Et bon, c'est un peu radical comme méthode, mais c'est essentiel. C'est de revenir à l'instant présent, tu vois. Mhm. Et pour ça, la méthode, elle est un peu dure, mais elle fonctionne bien. C'est douche froide. Ah ouais, Mhm. ouais, non, ça rigole pas. Une douche froide, tu vois. Parce qu'en fait, cette douche froide, elle enlève, si tu veux, le, une chaleur qui est dans notre corps qui est pas saine, qui est un Mhm. échauffement dû à nos pensées, dû à tout un tas de trucs. Et cette douche froide, elle apaise le corps. C'est pas forcément évident, mais c'est conseillé. Elle apaise le corps et elle élimine cette chaleur excessive. Mhm. Et D'accord. naturellement par le choc avec le froid, qui n'est pas forcément très froid, au moment donné on s'y habitue, mais ce choc ramène au moment présent. Tu ne peux pas Mhm. penser à autre chose, tu peux pas divaguer, tu ne peux pas imaginer. Tu es dans un moment, waouh, c'est pas chaud, et donc tu es là. Tu vois. Et là, tu prends conscience que tu es vraiment là. Tu n'es plus dans le passé, Mhm. c'est fini. Peu importe c'était bien, c'était super ou pas, on s'en fout, c'est fini. Et tu n'es pas dans le futur non plus, puisque Mhm. tu peux souhaiter ne plus être dans cette douche froide, mais c'est pas conseillé. Parce que Mhm. justement, l'idée, c'est de revenir au présent. C'est le premier point. Le deuxième, c'est le sport. Tu vois. Un sport Oui. qui ramène à cette conscience du corps, mais une Mhm. conscience saine. Pas le corps comme on l'imagine, les projections qu'on peut avoir de notre corps et de ce qu'on imagine être, simplement le corps lui-même, qui, par les exercices physiques, tu vois, pas du yoga soufou, hein, non, des exercices vraiment intenses, qui ramènent en fait à l'aspect concret de notre existence, qui est le corps qui nous permet d'être. Tu vois. Mhm. Et voilà, et donc ça c'est ça. Et le troisième point, c'est un hôtel. Tu vois, pour connecter avec cette dimension spirituelle. Mhm. Tu vois. Et donc, dans ma chambre, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai pris une douche froide, j'ai fait mon hôtel et j'ai fait du sport. Tu vois. Et tout Mhm. de suite, ça allait mieux. Bien sûr. Tu vois. Mais D'accord. vraiment, hein, ça a été radical, tu vois.
Et je me suis dit, ça sert à rien de tergiverser, nanani, nanana, juste fais ça, tu vois. Mhm. Et voilà. Et Mhm. donc, on est pas, c'est un peu cet aspect de vie, tu vois. C'est d'avoir une vie comme ça, très, comment on pourrait dire, très simple, très basique, tu vois. Mais en même Mhm. temps, qui ramène aux choses essentielles, Mhm. qu'on a perdu un peu en Occident. Même, on peut penser, on médite, on fait tout un tas de trucs, mais il nous manque, pour à mon sens, cet aspect du moment présent, de la conscience de l'instant présent. Tu vois. Mhm. Et c'est ça que moi, j'ai découvert en pas. C'est cette notion de relax. Tu vois. Tu es vraiment relax. Et la méditation devient comme un, comment on pourrait dire, quelque part, quelque chose qui te permet de plus en plus d'apprécier cette tranquillité de l'instant présent. Ouais, d'accord, ok, ok, ok. Mhm. Tu vois. Parce Mhm. que tu n'as pas besoin de méditer avec une intention extrêmement élevée, etc. Le simple fait d'être présent, c'est la meilleure motivation, Mhm. tu vois. Et donc, c'est un peu ça. Et à mon sens, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de ce truc, tu vois. Parce que sans quoi, on se perd, tu vois. Mhm. Mhm. Et l'esprit, en fait, il y a un gros danger. C'est que, on pourrait dire, méditer, c'est très bien. Le seul danger, c'est que quand on arrive à cette immobilité du corps, l'esprit, lui, il part en vrille, tu vois. Mhm. Et donc, la méditation donne l'immobilité du corps qui est positive, mais en même temps, il ne faut pas suivre les pensées, qui, elles, ne sont pas nous-mêmes. Mhm. Nous Mhm. ne sommes pas les pensées. Nous ne sommes même pas la personne qui combat les pensées. On est Mhm. simplement la conscience qui les observe, Mhm. tu vois. Et donc, la méditation, dans cet esprit-là, devient une manière, quelque part, de se libérer de nos pensées, qui sont finalement dues que, à la mémoire des actions qu'on a faites et l'espoir des actions qu'on va pouvoir faire après. Mhm. Et donc, la méditation, dans ce sens-là, devient très libre et très tranquille. Mhm. Il n'y a pas forcément nécessité d'être assis ou d'être debout ou d'être n'importe où, n'importe comment. À partir du moment où on est conscient que nous ne sommes pas nos pensées, pas plus que nous sommes notre corps. Nous sommes Mhm. simplement, tu vois, cette conscience. Après, on va dans des définitions un peu complexes. On va dire d'où est la conscience. C'est un peu l'idée de, en tibétain, on appelle yene shepa. Tu vois. Mhm. Je n'ai pas vraiment compris encore cette notion, mais l'idée de yene shepa, c'est l'idée de, avant je disais une conscience atemporelle. C'était ma façon de traduire cet aspect de yene shepa. Mais c'est plus que cela. C'est non seulement atemporel, mais c'est aspatial. C'est-à-dire, cette conscience, on pourrait dire, qu'on essaie de découvrir au travers de la méditation, au travers de la spiritualité, elle est, au final, en dehors de l'espace et du temps, Mhm. tu vois. Et c'est ces notions, quelque part, qu'il faut arriver à, à goûter. C'est un bien grand terme, parce que c'est tellement subtil et profond, mais quelque part, au travers de la méditation, c'est un peu ce qu'on doit graduellement découvrir. Tu vois. Et dans cette vision-là, on perd la notion, voilà, l'ego il est loin depuis longtemps, puisque en fait, il n'y a pas de possibilité à l'ego d'être, tu vois, Mhm. puisque l'esprit n'est finalement ce que nous sommes réellement, c'est simplement cette conscience. En anglais, on a un terme, c'est awareness. Tu vois. Conscience, c'est une notion de pensée, etc. Awareness, c'est simplement être, pas moi, observant. Tu vois. Mhm. C'est cette capacité d'observer, en définitive. Mhm. D'observer et dans cette observation, ce qu'on peut comprendre graduellement, c'est que cette observation est sans jugement. Et ça, c'est un point essentiel. Tu vois. Parce que à partir du moment où tu juges, où tu désignes les choses, tu vois, label en anglais, au moment où tu juges, où tu labels les choses, oh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est ceci, ça c'est cela, tu quittes
cet aspect de conscience qui simplement observe. Ça Mhm. devient quelque chose, un objet du mental auquel tu vas amener finalement euh, l'ego à apparaître et à exister. Puisqu'en fait, à partir du moment où il y a un jugement, il y a quelqu'un qui juge. Et l'awareness elle-même, la conscience, n'est pas là pour juger. Elle observe simplement. Mais le, l'ego juge. Tu vois. Quand tu vois le stupa de Bonat, et tous les stupas au Népal sont très particuliers. Je ne sais pas si en Inde c'est pareil, mais ils ont tous des yeux. Tu vois. Il y a des yeux. À droite, à quatre côtés, il y a des yeux. Tu vois. Et c'est vraiment curieux. Pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire Dieu, etc. Tu vois. Il y a même des malas, je vous montrerai ou pas, tu as des malas qui existent où il n'y a que des yeux. Tu vois. Chaque pierre, il y a une... Mais c'est naturel, ça fait au Népal, c'est naturel. Ça s'appelle Bodhicitta Mala. Tu vois, Bodhicitta Mala. Et Mhm. c'est un mala avec des yeux. Tu vois. Chaque bille, il y a des yeux. Naturellement, c'est des fruits d'un arbre, je ne sais pas, qui au Népal et qui se forment comme ça naturellement. Et c'est ce que les gens utilisent la plupart, c'est cet aspect-là des yeux, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça l'idée, tu vois. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de juger quoi que ce soit. Et on crée nos propres souffrances, nos propres névroses, nos propres inquiétudes, nos propres peurs, etc., par ce jugement, tu vois. Par le dire, voilà, oh, ça c'est bien, oh, ça c'est pas bien, oh, ça, ceci, c'est, tu vois. Et tout ça, c'est inutile, tu vois. Tout ça, c'est complètement inutile. Si on est simplement cet observateur, tu vois, on observe, sans juger, tu vois, sans dire, oh, ça, c'est bien, ça, je l'aime pas, celui-là, j'aime ci, moi, j'aime ceci, moi, j'aime cela. Euh, c'est là où finalement l'esprit se fourvoie, tu vois, Ouais. dans quelque Et chose qui n'est pas l'essence de notre être, tu vois. Et la, ça, dis-moi, je la t'écoute. difficulté, c'est que quand, par exemple, tu marches dans une rue, d'accord, Mhm. Mhm. immédiatement, tu as quand même un système neurologique qui se met en place ou Mhm. que cette pensée ou non vienne à ton esprit de manière Mhm. consciente, tu es tout le temps en train d'évaluer, entre guillemets, tu marches là, mais il faudrait peut-être pas attention au trottoir. Tu es, quand même dans cette espèce de machinerie, si tu veux, qui, de manière assez inconsciente, te désigne potentiellement certains dangers, la voiture qui passe, etc., etc. Donc, même si tu n'en as pas conscience, quand tu es en mouvement dans une vie matérielle, que tu n'es pas assis sur ton coussin de méditation, tu as tout le Mhm. temps un arrière-fond, un arrière-bruit, si tu veux, de pensées qui sont de l'ordre du jugement, c'est-à-dire je reste en sécurité, je reste sur le trottoir, lui il arrive avec sa trottinette, etc. C'est peut-être pas formulé consciemment, ça va peut-être pas de manière directe à ta conscience en tant qu'idée discursive, mais c'est toujours là. C'est ça, justement. C'est très difficile on va dire, d'être dans l'instant présent total quand, on va dire, tu es dans une ville et tu marches, on va dire, ou que tu fais une activité qui engage tout ton corps. Tu me saisis? Là, complètement, complètement. Mais c'est vrai que c'est Alors, difficile à croire. C'est difficile à croire, ce truc-là, parce que il faut l'avoir vécu oui, pour en je, parler. Ok. Mais je t'explique un je- truc très particulier. C'est que on n'est pas notre corps. bien Et sûr. notre corps, il est issu des animaux. Tu vois. Et notre Mhm, corps est un corps animal. Ok. Comme un corps, comme les chiens, les chats, etc. Et en fait, si tu veux, ce que tu exprimes, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Puisque si vraiment tu es dans l'instant du moment présent et que tu prends conscience graduellement, ou tu vis graduellement, qu'on n'est pas notre corps, le corps lui-même va agir de manière à s'auto-protéger, sans qu'il y ait la nécessité pour toi de t'inquiéter. L'inquiétude, si tu veux, elle vient apparemment de des mémoires antérieures de notre évolution en tant mhm, qu'humain, en tant que corps humain.
Notamment cet aspect, on était chasseurs-cueilleurs, tu vois. Mhm. Donc, on avait toujours cette inquiétude qu'il y a des animaux sauvages, il y a des trucs, comme tu disais, la voiture qui va venir, etc. Et il faut faire attention. Donc, ça, c'est, si tu veux, c'est ancré en nous, de manière un peu par l'évolution de notre corps. Mhm. Néanmoins, première chose, c'est que si vraiment tu es dans l'instant où la conscience est juste présente à ce qui se passe, pas les pensées, etc., déjà, il y a une extrême clarté qui apparaît. Ce qui fait que tu n'as pas d'inquiétude à manquer quoi que ce soit parce que tu vois les choses venir depuis très loin. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui est complètement hallucinant, c'est que le corps lui-même, il a la capacité de gérer tout ça, sans Mhm. que l'esprit ait besoin d'interférer à ce niveau-là. Mhm. D'accord. Mhm. Oui, C'est c'est un vrai. peu spécial si on parle de ça, mais c'est vraiment une réalité. C'est vrai, oui, c'est vrai, oui. Vraiment une réalité. Le corps, si tu veux, tu peux de temps en temps observer le corps. Mhm. Et en fait, même si tu demandes au corps de faire des choses qui sont complètement folles, il ne le fera pas. Mhm. Parce que il est naturellement dans l'intention de survivre. Mhm. 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 C'est son mécanisme de survie. Mhm. Mais on n'a pas besoin d'interférer à ce niveau-là. Mhm. Donc en fait, ce que tu disais, l'inquiétude et le bruit de fond, etc., tu peux totalement l'abandonner. Mhm. Puisqu'en fait, il y a une autogestion du corps. Mhm. Mhm. Et plus tu, bon, ça, j'en sais rien, mais plus tu prends conscience que c'est compliqué parce qu'il y a un peu de travers dans tous ces trucs-là. Parce qu'on a besoin de notre corps pour méditer. On a besoin de forme, de muscler le corps, de vraiment faire en sorte que le corps, il ait cette force. Puisqu'en Mhm. fait, l'esprit est dépendant du corps également. Tu vois. Mhm. Et l'esprit faible vient parce que le corps est faible. Si le Mhm. corps devient plus fort, tu vois, l'esprit devient plus fort aussi. Quand je dis l'esprit, c'est pas la conscience qu'on parle tout à l'heure, parce que là, elle est juste sans lien avec le corps, ni même l'esprit comme on le considère habituellement. Elle est simplement cette simple, pure capacité d'observer, de voir. Quand je dis voir, c'est réducteur. En fait, c'est tous les sens qui sont présents. Mhm. La vue, l'ouïe, etc. Tous les sens sont présents dans cette notion-là. Mais on a l'esprit, c'est-à-dire quelque part ce lien entre les deux. Tu vois. Mhm. Ces pensées, cette image qu'on a de nous-mêmes, les objectifs qu'on se fixe, etc. Ce genre de choses. Et, et on n'est pas ça non plus. Mais si le corps est faible, cet aspect qu'on va l'appeler l'esprit, okay, peu importe comment on va l'appeler l'esprit, en tibétain on dirait sem ou un truc comme ça, cet aspect-là est très faible. Et s'il est faible, on ne peut pas avancer sur l'esclave, en fait, de nos pensées, de nos émotions, de tous ces trucs-là. Mhm. On ne peut pas aller contre eux. Et donc, l'aspect de renforcer le corps, c'est essentiel. Tu vois. Quand tu vois, par exemple, Bodhidharma, quand il est arrivé à Shaolin, tu vois, la première chose qu'il a fait, il n'a pas enseigné le bouddhisme, il n'a pas enseigné les sutras ni rien. Il a juste dit aux moines, ça ne va pas votre situation physique. Vous n'êtes pas assez fort. Je vois, vous méditez, votre dos n'est pas droit, vous n'avez pas les muscles suffisants pour avancer sur la voie spirituelle. Donc, il a enseigné des exercices physiques, de Mhm. renforcement musculaire, pour faire en sorte que les moines soient très forts. Après, ils sont partis un peu en vrille dans ce truc-là, ils sont partis dans l'extrême du corps, de la force physique, etc. Un peu loin, à mon sens. Mais pourquoi pas? Si c'est une voie, ça peut être une voie aussi. Bon, il ne faut encore pas juger. Néanmoins, l'idée de Bodhidharma, c'était de renforcer leur corps. Tu vois. Et donc, je pense que c'est un aspect essentiel. Tu vois. Mhm. Un aspect essentiel. Quand le corps est fort, l'esprit devient fort également et déterminé. Et on a besoin de cette détermination. Tu vois. Mhm. Le- la voie spirituelle n'est pas une voie, entre guillemets, sans effort, tu vois, Mhm. ni même sans souffrance. Beaucoup de gens souhaitent que ils vont avancer sur la voie spirituelle, ils seront de moins en moins de souffrance, etc. C'est pas faux dans l'ultime, mais il faut faire des efforts. Tu vois. Et ces Mhm. efforts se font dans certains cas dans la souffrance. C'est inévitable. Mhm. Et ça, c'est un point aussi que j'ai appris un peu au Népal, c'est
il y a des moments difficiles, il y a des moments où c'est dur, où il faut s'accrocher, mais il faut le passer. On ne peut pas avancer dans notre spiritualité sans faire des efforts, sans aller jusqu'au bout où on peut aller, et tu vois, et avancer dans cette notion-là. Donc le corps est très important, et l'esprit est très important. Et ces deux doivent, quelque part, s'harmoniser. Ça n'a aucun sens de demander au corps de faire des choses qui lui sont néfastes, tu vois. L'esprit doit prendre soin de ce corps, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par le sport, que ce soit par tout un tas de choses qui font que le corps devient sain, tu vois, un peu ce qu'on disait en grec, hein, in corpore sano, mens sana in corpore sano, tu vois. On n'a pas inventé grand-chose, ça reste toujours vrai. Et ça, c'est un point essentiel. Parce que tu me demandes ce que j'ai appris au Népal, c'est un peu ça, cette notion de l'importance, tu vois, des exercices physiques, que ce soit les longues prosternations, ça peut être un exercice physique, ou le sun salutation, tu vois, Surya Namaskar, ou d'autres, ou même moi je fais c'est des pilates, tu vois, des mouvements physiques de renforcement musculaire, etc., avec beaucoup d'intensité, mais qui amènent vraiment cette force du corps. Et cette force du corps se, se ressent dans l'esprit. Et ça, c'est un point essentiel, tu vois. Après, la méditation, je pense, moi, je suis un peu sorti de cet aspect de simplement méditer, tu vois. Parce que, euh, je ne sais pas, pendant des années, tu vois, méditer, 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 ok. Mais si le corps et l'esprit, on va dire, s'aiment, tu vois, sans être concentré, est tranquille, alors, n'est pas paisible, tu vois, n'est pas, n'est pas harmonisé, ça n'a aucun sens de parler de méditation, à mon sens. Tu vois. La méditation et cette harmonie, cet alignement, on va dire, entre le corps physique et l'esprit, ce que certains rappelleraient le mental, etc. Et dans cette harmonie, alors oui, on peut avancer, tu vois. On peut avancer graduellement vers la compréhension de cette conscience que nous sommes en définitive. C'est très complexe, puisque on a besoin du corps, mais en même temps, on ne doit pas s'attacher à ce corps. Tu vois. Parce que si on s'attache, on tombe encore dans un autre travers. C'est comme la même chose de s'attacher à l'image qu'on a de nous-mêmes, à l'ego, ou peu importe comment on l'appelle. Si on s'attache à ça, on perd la conscience du moment présent. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, on a besoin de renforcer ce corps. Donc, c'est vraiment un équilibre, hein. C'est un jeu d'équilibriste entre renforcer notre mental, notre esprit, renforcer notre corps, mais en même temps, ne pas s'attacher et ne pas se glorifier de ce qu'on devient ou de ce qu'on peut arriver à faire. Donc, c'est un peu complexe. Néanmoins, c'est vraiment notre exercice essentiel, tu vois. Et la méditation, je ne sais pas. Euh, Elle doit se libérer, à mon sens, de tout objectif et de toute crainte. Tu vois. Ben Si ouais. tu es dans un objectif d'obtenir certains trucs, etc., ça fait sens que tu perds la conscience du moment présent, t'es dans le futur, tu vois. Et si tu médites dans le but d'éliminer des peurs ou des traumas, des choses comme ça, tu es dans le passé, tu vois. Il faut rester totalement tranquille. Il y avait un maître qui était rigolo parce qu'il est en anglais, il disait qu'avant de méditer, c'était la préparation à la méditation. Il souffle comme ça, il fait un tas de souffle. Et il dit Leave the past behind and the future forward. Tu vois. Laissez le passé derrière et le futur devant. Bien Voilà. sûr. Et pour lui, c'était juste une préparation à la méditation. La méditation, après, vient avec un objet de visualisation, etc. Pour moi, ça devient la méditation. C'est juste cette attitude, tu vois, de laisser le passé derrière et le futur devant. Tu vois. C'est simplement cette simple phrase, tu vois, leave the past behind and the future forward. Et si tu fais ça, ça devient une sorte de méditation. Parce que méditation, en fait, ça veut rien dire. Tu, méditation, en tibétain, ils disent gomme. Ça veut dire se familiariser. Et tu veux te familiariser avec quoi? C'est la question.
Tu vois. Est-ce que tu veux te familiariser avec une image d'un Bouddha? Tu veux te familiariser avec, je sais pas moi, l'observation des pensées? Tu veux te familiariser avec quoi? C'est ça la question. Tu vois, quand on médite, on prend un temps de s'asseoir pour se familiariser avec quelque chose. Ça peut être la citation d'un mantra, ça peut être tout un tas de trucs. Et donc la question c'est, OK, je veux me familiariser avec quoi? Si je te pose cette question, qu'est-ce que tu réponds? Tu veux te familiariser avec quoi? Quand tu médites, l'idée c'est gomme, c'est-à-dire se familiariser avec quelque chose. Avec quoi tu veux te familiariser? Hmm. Familiariser avec la manière dont fonctionne l'esprit, si tu veux. Je veux pouvoir, quelque part, euh, apprécier, en fait, euh, comment se forme, enfin, non seulement les mouvements de l'esprit, si tu veux, un petit peu comment ça fonctionne quelque part. Le vivre vraiment de l'intérieur, tu vois? Et se familiariser aussi avec des techniques de méditation qui permettent de calmer l'esprit, parce qu'effectivement, j'ai réalisé, comme beaucoup de monde, que quand tu es avec un esprit calme, c'est-à-dire qui ne saute pas d'une pensée à l'autre, tu te sens beaucoup plus, à la fois, bien entendu, dans le moment présent et beaucoup plus paisible et content et joyeux. C'est un petit peu ça, si tu veux, l'objectif de la méditation. Enfin, quand de gomme la familiarisation. Hmm. C'est-à-dire familiariser avec la manière dont l'esprit fonctionne, c'est-à-dire que pouvoir, quand tu ne médites pas, repérer effectivement, quand tu traverses un moment et tu dis, oh là là, je suis angoissée, j'ai peur, enfin, il y a un truc qui t'arrive, une émotion qui t'arrive comme ça, comme tu t'es familiarisé un petit peu en méditation, si tu veux, où tu as vu comment les pensées, elles pouvaient surgir à l'insu presque de ton plein gré et qu'elles ramènent des émotions, cette familiarisation obtenue en méditation, elle sert, enfin du moins pour moi, dans la vie quotidienne. Hmm. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Euh, mais tu peux faire plus simple, tu vois. Ah oui, oui, bien sûr, mais là, c'est un peu compliqué ce que je te dis, mais voilà. Familiariser avec, familiariser ou avec, familiariser l'esprit avec la sensation que ça procure d'être dans le moment présent. Ouais. Et une fois que ton esprit y ressent, enfin, ou que toi ou ton esprit ressent comme c'est agréable, enfin, c'est même pas agréable, mais si tu veux, ce que ça te procure, cette sensation d'être dans le moment présent, une fois que tu t'es familiarisé avec ce type de sensation, Hmm. ça te donne quelque part une impulsion pour justement, parce que c'est agréable, c'est bien, tu te sens paisible, tu es dans le moment présent et tout, c'est super, cette sensation. Mais il faut se familiariser avec cette sensation, moi je dirais. Ça, c'est la méditation qui te l'apprend. Parce que là, on parle beaucoup de oui, être dans le moment présent, etc., etc. Mais tant que toi, tu n'as pas ressenti au fond de toi-même, en te familiarisant avec cette sensation que ça te procure d'être dans le moment présent, ça reste très intellectuel. Voilà, moi je dirais c'est ça. Hmm. Tu te familiarises avec certains ressentis, certaines sensations, certaines émotions qui se développent quand on te dit, bon, laisse le passé là où il est, ne te projette pas le futur, reste dans ton corps, etc. Hmm. Si tu veux, et ça, bon, à un niveau très relatif, pour avoir envie de faire l'effort, si tu veux, de continuer à essayer de te familiariser. Tu me saisis? Parce que sinon, en ce qui me concerne, et je pense encore ce qui concerne la majorité des gens, l'esprit pense qu'il va trouver une satisfaction dans les choses extérieures.
Là, Donc, tu te familiarises avec le fait que quand on te dit, OK, tu respires, pose-toi le moment présent, laisse tes pensées du futur, laisse tes pensées et tout, là, tu ressens quelque chose. C'est un niveau très relatif. Et plus tu es hmm, familiarisé avec cette sensation, plus tu vas arriver à la retrouver facilement. Mais est-ce que si tu sais pas identifier la ok. sensation, Mais c'est un peu, bon, voilà, enfin, hmm, Florence, elle a peut-être quelque chose à dire. c'est un peu dangereux ta façon de voir. Ah, Puisque, en fait, l'idée, c'est que la première chose, c'est que le plus difficile, donc, le plus difficile, euh, il y a simplement l'observateur, comme on l'observe, ou qui ressent, ou qui entend, ou qui sent, ou qui goûte, etc. Elle, elle est sans jugement. Tu vois. totalement, Elle est totalement sans jugement. Et ce que tu parles d'apprécier la sensation, etc., c'est un jugement. totalement. Mais je suis à un niveau très relatif, hein, ça c'est clair. Tu vois. Et donc, l'idée, c'est que pour essayer d'aller un peu plus loin, il faut essayer d'être sans jugement. C'est-à-dire que les pensées viennent. On ne peut pas empêcher les pensées. Parce que les Mhm. pensées viennent du passé, viennent des histoires qu'on a vécues, viennent de la mémoire, des choses qu'on a fait ou qu'on a vécues. Donc ces pensées viennent. Et ces pensées, si tu veux, euh, même si elles semblent futures, elles semblent être associées à un instant futur, en fait, ces pensées sont simplement la mémoire par rapport à la crainte qu'on peut avoir. Par exemple, suppose qu'une personne, chaque fois que tu la vois, elle t'insulte, elle te dit des méchancetés, etc. La- Quand tu vas voir cette personne, bien qu'elle n'ait rien fait, il y a la crainte qu'elle va encore nous dire des méchancetés ou nous faire du mal, etc. Si tu veux. Et donc, ça, c'est la mémoire du passé. Et elles viendront tout le temps, ces pensées. Ces pensées viendront tout le temps. Et donc, le seul moyen d'y remédier, le premier point, c'est de se poser la question, tu vois, d'où viennent ces pensées, Mhm. tu vois, avant de les juger, avant d'essayer de les rejeter ou quoi, parce que si on cherche tout le temps à rejeter les pensées, à rejeter les choses qui apparaissent, ça peut être des émotions, ça peut être des pensées, on va jamais pouvoir avancer finalement sur cette voie, puisque comment dire, on n'utilise pas ce que tu disais tout à l'heure, les mécanismes de l'esprit, c'est-à-dire on pense que voilà, ça c'est pas bon, il faut l'enlever, il faut l'enlever, il faut l'enlever, il faut que mon esprit n'ait plus de pensée, il faut que, mais ça c'est aussi une pensée. Mhm. Exact. C'est aussi une pensée que je veux un esprit sans pensée. C'est une pensée, pas plus, moins bien ou plus, enfin, c'est une pensée tout simplement. Tu vois. Et donc, la première chose, ce qui n'est pas facile, c'est qu'au début, quand des pensées comme ça apparaissent, qui sont des pensées des fois liées avec, pas moi, des délires qu'on se fait ou je sais pas quoi, tout un tas de trucs, le premier point, c'est on a tendance à vouloir les évacuer. Tu vois. Pendant longtemps, moi, j'avais cette technique de quand des pensées comme ça, je souffle ou j'essaie d'évacuer ces pensées. Mais c'est pas judicieux. C'est pas judicieux parce que à partir du moment où on essaie d'éliminer quelque chose, de l'évacuer, il revient plus vite. On dit chasse la nature, elle revient au galop, un truc comme ça. Et Mhm. donc, l'idée, c'est, première question, c'est se poser, mais une question un peu stupide, mais qui parle? Mhm. Ouais. Questo tu. Tu es en train de penser, tu es en train de faire un truc, puis il y a une pensée qui apparaît, tiens, tu es magnifique, tu es génial, ok. Qui parle? Who are you? You know, who are you? What the fuck are you saying? Qu'est-ce que vous dites? Qui êtes-vous? Qui parle? Et de réaliser qu'en fait, ce qui parle, c'est juste la mémoire, qui, du fait de certaines choses qu'on a vécues, s'imagine ou se projette des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Qui parle? Tu entends une pensée, avant de la rejeter ou quoi, tu te dis, oh, vous êtes où là? Qui me parle? Premier point. Deuxième point, c'est un peu difficile, mais c'est essentiel, c'est de l'accueillir. D'accueillir
la pensée, qui peut être négative, qui peut être complètement farfelue, complètement délirante, c'est de l'accueillir. Avant de vouloir la rejeter, avant de vouloir essayer de créer une sensation de l'esprit sans pensée, de l'esprit qui n'est pas distrait par tout ça, c'est encore une pensée. Tu vois. Si je vois quelque chose qui surgit dans mon esprit et que je dis, oh, je veux l'éliminer parce que je veux un esprit sans pensée, je veux vivre le moment présent, je veux vivre la sensation, je veux, tout ça sont des pensées. Tu vois. Et pas des bonnes pensées en définitive, puisqu'elles elles te privent en fait de vivre l'instant présent. La volonté de vivre l'instant présent, de ressentir la sensation qu'on a dans tout ça, ça te prive de l'instant présent. Donc, c'est de l'accueillir, tu vois. Et à partir du moment où on l'accueillit, les choses changent de tout complètement, tu vois. Puisque non pas rejeter quoi que ce soit, on l'accueille, tu vois. Ok, bienvenue. Après, l'étape suivante, c'est je vous aime. C'est un peu délirant, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire quand une pensée est très bizarre, néfaste, même extrêmement violente ou n'importe, je vous aime, bienvenue, ok, cool, restez là tant que vous voulez, etc. Tu vois. Et à partir du moment où tu développes cette attitude au travers de tes pensées, tu n'es plus dérangé par elles, Mhm. puisqu'elles ne sont pas un obstacle, elles Mhm. sont juste des choses qui surgissent. Et donc d'accepter ça, c'est tranquille. Il y avait un maître, apparemment Migyo Rinpoche, il disait qu'il avait beaucoup de panique, tu vois. Il était très Mhm. inquiet, beaucoup de panique, etc. Et donc, il ne savait pas quoi faire quand il était en pleine panique, etc. Et à un moment donné, il a dit, voilà, j'ai fait de la panique mon ami. Tu vois. Quand la panique apparaît, non pas la rejeter, oh, je ne veux pas paniquer, j'aime pas la panique. Ok, vous êtes mon ami. Panique, je vous aime. Panique, vous êtes mon ami, vous êtes bienvenu. Tu vois. Et donc, ça change complètement la situation. Tu vois. Non pas rechercher un état qui lui est recherchable, ouais, paisible, moment présent, nanani, cool, machin. Non pas rechercher ça, c'est simplement d'accueillir ce qui vient. Et à Mhm. partir du moment où tu l'accueillis, tu ne le rejettes pas, peu importe, il ne va pas poser de problème. Tu vois. Suppose une personne extrêmement méchante, extrêmement comme ça, et il vient chez toi dans une mauvaise intention, et tu l'accueillis, il dit ah, bonjour, bienvenue, prenez siège, voilà des gâteaux, du thé, tu vois. Le mec, il va te dire waouh, j'étais venu pour te casser la gueule, il m'offre des gâteaux, du thé, tout ça, je ne vais pas faire du mal à cette personne. Mhm. 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 C'est un peu ça l'idée, c'est un peu grossier comme idée, c'est très grossier, hein, mais c'est vraiment une autre attitude, tu vois. C'est une autre attitude. Et ça va de pair avec le non-jugement, qui est difficile, tu vois. Ouais. Donc, Mhm. oui, un peu, je dois pratiquer cet aspect de non-jugement. Mhm. C'est-à-dire, quel que soit ce qui apparaît, c'est pas bon, c'est pas mauvais. J'en ai juste l'expérience, tu vois. Et donc, le fait de faire un clivage comme ça, tu vois, entre l'esprit sans pensée, la sensation agréable, et c'est bien, c'est cool, c'est ce que je veux vivre, et oh, l'esprit avec les pensées, c'est le trouble, c'est les émotions, c'est pas vraiment très sain, tu vois. Mhm. Mhm. Ça Mhm. te prive du travail, ça te prive de la possibilité d'accueillir, tu vois. Mhm. Et dans cet accueil, tu vis finalement le moment présent. Mhm. Parce que Oui, les bien pensées sûr. ne sont plus un trouble, ne sont plus une gêne, tu vois. Et l'esprit devient sans pensée. Mais Mhm. pas parce que tu les chasses, parce que tu les accueilles. Mhm. Mhm. Tu vois. C'est un peu, c'est, c'est pas que tu n'as plus d'ennemis. Le mec qui voulait te casser la gueule, il est toujours là. Mais comme tu l'as accueilli, tu lui as offert du thé ou de l'argent, ou je sais pas, ou tu lui as dit je t'aime, hein, le mec, il se trouve désarçonné, tu vois. Il peut Mhm. pas dire un mot mauvais contre toi. Oui, 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 oui. Mhm. 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 Il y avait une histoire avec, je crois que c'est, je sais plus, j'ai une histoire un peu comme ça. Je crois que c'est Milarepa avec des brigands, je sais pas quoi. Et les brigands, ils étaient là pour faire du mal à Milarepa, tu vois. L'objectif, c'était de lui faire du mal, etc. Mais quand ils ont vu l'amour, tu vois, qu'avait Milarepa pour eux, ils ont dit, mais ce mec, il nous aime plus que ma mère, tu vois. Enfin, Mhm. il m'aime plus que ma mère. Donc,
comment je ne pourrais pas faire du mal à ma mère? Donc, comment je pourrais faire du mal à quelqu'un qui m'aime plus que ma mère? Tu vois? Et donc, les brigands sont là, ils ne sont pas partis. Tu les as pas chassés à coups de bâton, bande de voleurs. Non, tu étais cool, mais comme tu les as accueillis et aimés, ils sont là, mais ils sont plus brigands. Tu vois, je ne sais pas si tu comprends l'idée. Oui, oui, je comprends très très bien l'idée, bien sûr, oui, bien sûr, je comprends l'idée. Mais est-ce que Non, ah, j'attendais le- ce j'attendais le- côté inoffensif vient du fait, cette perte de possibilité de nuire de certaines pensées, on va dire, vient du fait que, en fait, tu acceptes de les regarder. Pas les regarder, parce que les regarder, c'est Pas pas les son. regarder, tu acceptes de les, je sais pas, de poser ta conscience dessus et d'accepter. Tu me saisis? Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. L'idée, c'est simplement, tu les acceptes, point. D'accord, ok. Tu vois. Mhm. Tu les acceptes, point. Quelles qu'elles soient, tu vois. Quelles Mhm. qu'elles soient. Pardon, j'ai envie de tuer tous les maîtres bouddhistes parce que c'est tous des connards. Ok, why not, tu vois. Mhm. Why not? Tu acceptes. Ok, j'accepte. Je t'aime cette pensée, tu vois. Pourtant, on dit, ah, mais tu te rends pas compte, tu penses tuer tous les maîtres qui font tant de bien pour les êtres, tout ça. C'est encore d'autres pensées, tu vois. Oui, Et oui, bien donc, sûr. d'autres pensées qui disent, mais hey, tu acceptes une pensée si néfaste, tu es vraiment une personne. Mhm. Ok, j'accepte aussi ça, tu vois. Mhm, 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 Donc, comme tu as accepté les deux, il n'y a pas de conflit, tu vois. mhm. Puisque la pensée très négative et la pensée qui veut contrecarrer cette pensée Oui, oui, négative, oui, oui, oui. Mhm, je dis, ok, je sais pas qui vous parlez, mais si vous voulez dialoguer entre vous, allez-y, moi je suis tranquille, mhm, j'écoute. mhm, mhm, Et graduellement, si tu arrives à faire ça, c'est pas facile parce qu'en fait, si tu veux, c'est encore lié à la mémoire. Pourquoi on chasse les pensées négatives? Parce que, à un moment donné, on les a suivies et on a eu des soucis, on a eu des problèmes. Parce qu'on a suivi la perturbation mentale, le désir, la colère, la haine, tout ce que tu veux. On l'a suivi et la conséquence de ça, ça a été néfaste. Et mhm. donc, on a cette crainte qui vient de la mémoire passée que si on accueille ou qu'on suit cela, on va retomber dans les mêmes travers du désir ou de la colère, etc. Et en ce sens, je te rejoins sur le fait que la méditation peut créer cet espace, tu vois. Cet Mhm, espace mhm, où il n'y a pas de danger de suivre ça, puisque on n'est pas en moyen, en manière, en état d'agir. Tu vois. On est assis et on ne bouge pas. Donc on ne va pas aller taper mhm, mhm, la gueule, casser la gueule du voisin ou acheter des trucs. L'idée justement, c'est on est assis, on ne bouge pas et on accueille ce qui vient. Et donc on n'a pas de crainte à avoir dans le fait de tomber sur les travers de ces pensées. Et en ce sens, je te rejoins complètement. La méditation assise, on va dire, c'est cet espace dans lequel on peut apprendre à accueillir ses pensées mhm, complètement. sans crainte, si tu es Mhm, ouvert, tranquille. Il y a un autre point très important qui est assez spécial, mais qui est vraiment essentiel. C'est dans ce moment présent, quel qu'il soit, plaisant ou pas, peu importe, c'est de se dire, comment on pourrait dire, je n'ai pas le besoin d'autre chose. Je n'ai pas besoin de courir après autre chose. Je suis bien, je suis ouais. tranquille. Je suis bien, je suis tranquille. Je n'ai pas besoin d'autre truc. Parce que ça, c'est un autre travers, si tu veux, dans notre existence, si on recherche toujours autre chose. Mhm, mhm, bien On sûr. est toujours en train de fixer un truc qui, ah, j'ai ça, mais je voudrais ceci. Ah, j'ai ça, mais il me manque ceci. En plus, la société, elle nous encourage à faire ça. Parce que la société de consommation n'est pas vraiment faite pour les gens qui n'ont pas besoin d'autre chose. Il y a toujours des besoins qui sont créés. En économie, ils disent les besoins sont infinis. Tu vois. Non, c'est pas, C'est clair. pas vrai. C'est pas vrai du tout. Les besoins sont On te pas. dit, ouais, c'est l'eau salée. Plus t'en bois, plus t'as soif. Ouais, ouais, non, mais c'est pas vrai. Mhm, Au Népal, j'ai appris ça au Népal. Au Népal, tu as une chambre, tu as un lit, tu as une salle de bain,
tu manges, tu dors, voilà, t'es cool, tu vois. T'as pas besoin d'une télé plasma, t'as pas besoin de rien d'autre, tu vois. Tu prends des vêtements, c'est pas cher, t'as des vêtements. En plus, les gens, ils font les vêtements, donc c'est des vêtements qui sont faits par les personnes, tu vois, avec des tissus, du Mhm. coton, etc. Ça suffit. T'es super content, t'es super heureux. T'as pas besoin de rechercher quoi que ce soit. Et c'est un peu le fait de côtoyer ces personnes qui sont dans cette mentalité. Il y a beaucoup de moines, donc les moines, ils sont pas censés posséder trop de trucs. Et même les gens ordinaires, ils ont pas Ouais. ce besoin. Des fois, on dit les Népalais, mais comment ils font? Ils vivent de quoi? Ils vivent très bien parce qu'ils n'ont pas besoin d'énormément de trucs. Mhm. Ils ont de quoi manger, ils ont de quoi, ils ont un toit, ils ont un truc. C'est bon, ils sont Mhm. cool. Ils peuvent être souriants, ils peuvent être détendus. C'est-à-dire, euh, nous, on a toujours cet aspect de vouloir rechercher quelque chose. Si on est dans un travail, on va pas se dire, ouais, j'ai mon travail, je suis bien. Non. On veut dire, j'ai un travail, mais il faut que j'ai cette position pour avoir plus d'argent, pour aller en vacances dans des meilleurs hôtels, ou voilà, j'ai une copine, mais elle n'est pas si jolie, j'en aimerais une autre plus jolie, machin. On est toujours en train de rechercher, ou un compagnon, peu importe, hein, pas forcément que les hommes, de rechercher un truc qu'on n'a pas, tu vois. Mhm. Eux, pourquoi moi j'aime tant le Népal? Parce que c'est vraiment cool, mais trop cool même, un peu trop cool. Parce que ils vont pas chercher à améliorer quoi que ce soit. Tu vois. Ils ont un travail, ils sont super, super souriants, ils sont super heureux. Tu vois. Un travail de serveur dans un truc, ça y est, c'est fini, quoi. C'est l'extase, tu vois. Ils sont là, souriants, toute la journée. Ah ouais, mais c'est ça, tu vois. Et donc, ce qui fait que ils sont pas dans une démarche comment dire, de stress, tu vois. Mais c'est violent parce que ça va un peu trop loin, tu vois. Donc, si tu vas dans un restaurant, il faut prendre son temps, tu vois, parce que les gens, Mhm. ils prennent leur sweet time, tu vois, take their sweet time. Tu vois, tu demandes un burger ou un truc, il va venir dans une demi-heure ou dans 45 minutes. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Ils C'est vont venir normal. avec le sourire, tu vois, hey, bonjour, le burger, tu vois. Et voilà, c'est comme ça. Puisque pour eux, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus, tu vois. Mhm. Et le fait de côtoyer cette énergie, si tu veux, qui crée quelque part petit à petit cette sensation de dire ah ouais, c'est vrai, j'ai pas besoin de pourchasser quoi que ce soit, tu vois. Et donc cette énergie, si tu la ramènes, on va dire à la méditation, dans la pratique spirituelle, fait que ça revient un peu à l'état que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la sensation d'être bien, d'être paisible, d'être tranquille, tu vois. Et ça, c'est un point vraiment essentiel à cultiver. C'est-à-dire se dire, voilà, je suis tranquille, je suis calme, je suis présent et je n'ai besoin de rien d'autre. Mhm. Bien. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je suis bien maintenant. Et de toute façon, tu peux pas faire autre chose que d'être bien maintenant, parce tu as que maintenant. Tu vois. Mhm. Mhm. Et c'est vraiment cette conscience, tu vois, qui fait que tout ce qui se passe dans le passé, c'est fini, ça n'existe pas. Tu ne veux pas le ramener, même si tu as des milliers de regrets, même si tu te tapes, j'ai péché, grand pécheur, machin truc. So what? Yeah. Tu ne vas pas changer quoi que ce soit. Et en fait, le fait d'y penser aux choses néfastes ou négatives ou souffrances, etc., le fait que recréer la souffrance que tu as déjà vécue, ce qui sert à rien, parce que pourquoi tu veux recréer une souffrance, de quel intérêt? Et donc, tu abandonnes ce truc du passé, et dans le futur, c'est pareil, tu vois. Ah, j'aimerais ceci, j'aime. Ok, tu peux aimer, aimerais tout ce que tu veux, mais c'est pas maintenant, tu vois. C'est Sylvain, juste, Sylvain, ce que dis-moi. tu dis, c'est très juste, mais bon, peut-être que Florence, elle veut dire quelque chose en fait. Ah, oui, d'accord, Florence, je parle de Florence. Je vois pas Florence, c'est bizarre. Florence. Alors, je vois pas Florence. Florence, je Euh, t'écoute. Vas-y. Bonjour. Non, mais moi, Ah, bonjour, je vous Florence. écoute. Je t'écoute, Sylvain. C'est très intéressant. Tu réponds à mes questions aussi. Ah, c'est bien. Voilà. Non, j'ai rien de spécial à dire. Mhm. Comme Mhm. c'est ça. Ça va, Alors, n'hésite pas si tu as des choses Sylvain, à moi, dire. je vais te dire quelque chose. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Euh, Tu sais, ce que tu dis sur le passé, ok, on en est tous convaincus, le passé, c'est le passé, etc. Mais chez des gens, euh,
qui ont subi des traumatismes, des abus sexuels de n'importe quelle nature que ce soit, qui ont été dans des conflits de guerre et tout, qui ont, tu sais, qui ont ce syndrome de stress post-traumatique, etc., etc. Euh, ce que tu dis, c'est très vrai, c'est clair, mais tu sais aussi très bien que c'est des gens, tu as beau leur dire ça dans tous les sens, etc., c'est comme si l'esprit, il avait des traces, il avait des cicatrices, etc. Et qu'il y a des... euh, ce n'est plus intellectuel, en fait. Ce n'est plus des mots qu'il faut dire à ces gens-là, c'est qu'il faut leur... Il y a des techniques très particulières, en fait, qui passent par le corps, ce que font Mm. les, qui passent par le corps, si tu veux, et qui vont permettre aux gens de se sortir de ce stress post-traumatique. Donc, il y a des Mm. techniques vraiment spéciales, en fait, Mm. qui peuvent être peut-être aussi des techniques de certaines méditations ou certaines formulations bouddhistes, j'en sais rien et tout. Mais il y a certains niveaux de stress que les gens ont subis qui font que c'est pas si simple à réaliser que ça, être dans le moment présent. Oh, Tu vois c'est ce que loin je veux d'être simple. dire? Ouais, mais ça va au-delà de Les ça. gens qui ont des flashs, tu sais, qui sont, je sais pas, les vétérans de la guerre du Vietnam, des vétérans de conflits armés, etc., etc., l'esprit est tellement imbibé de situations dures, violentes, où il y a eu... C'est pas l'esprit qui est imbibé. C'est pas l'esprit qui est imbibé. Si tu veux, ça, c'est une erreur que tu fais en pensant que l'esprit est imbibé. Puisqu'en fait, l'esprit ne où peut le pas corps est s'imbiber dedans. imbibé, c'est le corps, je sais pas si tu veux, mais C'est simplement la pensée, les mémoires du passé qui c'est reviennent. les C'est des mémoires. pensées, pas plus D'accord. que ça. Mais les mémoires, elles se trouvent dans l'esprit. Non? Et non, Non. Ah. Elles sont où les tu vois, mémoires? c'est la question, tu vois, c'est la question, c'est très intéressant. Euh, c'est une Si tu as question qui est... conscience d'une mémoire, si tu as conscience d'une mémoire, je sais bien que la conscience, elle est vide, blablabla, bla, mais si tu as conscience d'une mémoire, cette mémoire, elle est dans ton esprit. Tu y as accès. Ah ben, Non, elle est où? c'est une bonne question. Elle est où? Ah ben, dis-moi. C'est la question, tu vois. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai déjà raconté l'histoire, je crois, avec euh, Xuanzang, je crois que c'est Xuanzang et Huineng, ou j'ai oublié son nom, un maître bouddhiste. Enfin, l'idée, c'est ça. On va pas raconter toute l'histoire, c'est une longue histoire. Mais il y a quelqu'un qui écrit sur un mur, tu vois. Il écrit, le corps est l'arbre de la Bodhi, tu vois. L'esprit est semblable à un miroir Oui, qu'il faut d'accord, cesser ok. de purifier par la méditation. Tu vois. Mm. Et Huineng, il a regardé ça, il a fait, OK, est-ce que tu peux écrire un truc? Parce que lui, il ne savait pas écrire, il a demandé à un type d'écrire. Pour lui, il a dit, euh, Banti Wen Wushu, Mingxing Yi Fei Tai, Ben Lai Wu Yu, Wo Chu Le Chen Hai. Tu vois. Et donc, ça veut dire quoi? Le corps n'est pas un arbre. On est bien d'accord. Pas plus l'esprit un miroir. Ok. Si tout est vide, où se dépose la poussière? Et ouais. C'est la question que tu poses, tu vois. Ces mémoires, elles sont où? Elles surgissent de ce qu'on a vécu, tu vois, en bien ou en mal. Elles surgissent de ce qu'on a vécu. Et le fait de s'attacher et de juger, d'accueillir ou de craindre ou je ne sais pas quoi, fait que ces mémoires, pour ces personnes certainement, deviennent de plus en plus, quelque part, présentes dans l'esprit. Mais elles ne sont pas présentes. Elles viennent, c'est simplement la même chose que les pensées que tu pourrais avoir qui surgissent, etc. Mais avec peut-être plus de force, plus de violence, mais c'est la même situation. Et elles sont nulle part. Si tu poses la question, je sais pas moi, la tour Eiffel, tu viens, Ouais. tu vois un truc qui apparaît dans ton esprit. Ça vient d'où? C'est où? Tu vois. Mm. Je vais même aller plus loin. Si je dis, ne pense surtout pas à la tour Eiffel, Mm. Ben qu'est-ce là, que tu tu la fais? vois en direct, oui, c'est clair. Si Mm. tu peux rien faire. Tu n'as Mm. aucune possibilité de ne pas penser à la tour Eiffel. Parce que on m'a demandé de ne pas penser à la tour Eiffel. Donc comment je peux ne pas penser à la tour Eiffel quand j'entends ne pense pas à la tour Eiffel? Mm. Donc c'est vrai que si tu ces personnes, si tu leur dis, ne pensez pas à vos traumatismes,
Ils vont te dire, mais attends, là, tu me demandes de ne pas penser à la Tour Eiffel et tu m'en parles sans arrêt. Il faut savoir ce que tu veux. Tu vois. Mhm. Si tu m'avais rien dit, j'aurais jamais, tu vois, si je t'avais pas dit ne pense pas à la Tour Eiffel, tu n'aurais pas pensé à la Tour Eiffel. Mhm. Mhm. Donc tu peux pas dire que la Tour Eiffel est imbibée dans ta mémoire quelque part. Il y a la Tour Eiffel, il y Oui, a l'Arc oui, de oui, oui. Triomphe, il y a la Ah oui, Statue de oui, Liberté. oui, non, mais Tu vois. ouais, d'accord. Mais ceci dit, ok, ça c'est bien, c'est c'est la théorie. Sauf que quand Non, toi-même, c'est pas juste de la théorie. Si tu veux, le truc, c'est que quand on dit ne pas, ne, ne pas s'attacher au passé, ça va très très loin. Ça va très 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 loin. Puisque euh, c'est le passé, pas seulement comme nous on l'imagine, tu vois, le passé de il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou même de hier ou d'avant-hier, etc. C'est, c'est dans chaque instant de la vie, quel qu'il soit, là on parle, je sais pas quoi, chaque instant, finalement, s- succède à un moment passé. mm, Et mm, ce moment passé, pour ne pas s'attacher au passé, etc., ça veut dire être dans chaque instant, mm, tu vois. Puisque chaque instant, chaque chose qu'on vit, tu vois, elle est dans cette continuation de passé, présent, futur, passé, présent, futur, passé, présent, futur, passé, présent, futur. mm, Et en fait, l'esprit, lui, notre esprit ordinaire, on va dire, il ne peut pas faire cela en général. Il va considérer que le présent est très long, comme une dilatation du présent. Tu vois, par exemple, ce qu'on a dit avant de nous voir, c'est le présent. Et ce qu'on va parler bientôt, etc., c'est aussi le présent. C'est comme si le présent, il se dilatait, si tu veux, dans tous mm, les instants de notre existence. Or, ça, c'est pas vrai. Le présent, c'est ça, mais moins que ça. mm, mm, Tout le reste, c'est le passé. Et plus on prend conscience de cela, plus tous ces traumatismes, tout ce que tu voudras, comment tu les appelles comme tu veux, ils n'ont pas de force. Mais une fois encore, le premier point, c'est ne pas juger. Et pour ces personnes, c'est très très dur. Comment ne pas juger ce qu'ils ont vécu comme étant une souffrance? ah oui, Et c'est non pas surtout que la simplement. souffrance, elle te remonte plein pot, tu Oui, vois? mais c'est stupide. Ça sert à rien, tu vois. Ça C'est sert un... à rien, mais Non, ça ça sert sert à rien. vraiment à rien. Mais Ça sert si tu veux, absolument à il n'y a rien, pas tu de vois. moyen. Après, après, je pense qu'il faut se méfier d'une chose, c'est que on ne peut pas parler pour ces personnes. Tu vois. Eh On ne oui, peut pas parler pour ces bien sûr. personnes. Donc, l'idée, on parle entre nous, si tu as des traumatismes, violets, etc., on peut en discuter, ça devient un aspect réel. Si tu n'as pas vécu tout ça, ça ne sert à rien. Bien Tu vois. sûr. À un moment donné, je sais pas, dans Rinpoche, il y avait une personne qui avait posé une question. Tu vois. Il avait dit, si on est sur un quai de voie, comment on appelle ça? Le quai d'un train, d'un métro, je sais pas quoi, et qu'il y a un enfant qui tombe, tu vois, devant le métro. Est-ce que est-ce qu'en tant que bouddhiste, on doit sauter pour prendre cet enfant et lui sauver la vie, tu vois? Je sais pas, donc j'ai dit, de quoi tu parles? Où est le quai? Où est le train? Où est l'enfant? À quoi ça D'accord. sert d'imaginer qu'est-ce que tu vas faire dans une situation comme ça? Oui, Ça sert oui, à d'accord. rien. Si tu es une personne traumatisée, on peut discuter. Et là, ça serait une autre discussion. Tu vois. Si tu n'es pas Hmm, une personne traumatisée, ça ne sert à rien. On n'a hmm, pas besoin de faire des hypothèses de comment on va réagir dans une situation qui n'est pas présente. Ça n'a absolument hmm. aucun sens. Dac, dac, dac. Mhm. Puisque Hmm. ça ne veut rien dire tout ça. Tu vois. Donc, l'idée, c'est que on est dans une situation, pour moi, je n'ai pas été traumatisé, ni violé, ni tout ça. Je touche du bois, enfin, pas encore pour le moment. Et donc, l'idée, ça ne sert à rien de s'imaginer ce que vivent ces personnes. Tu vois. Mhm. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nous. Pour nous, on est dans une situation un peu cool. Tu vois. Et donc, on voit à notre niveau comment Mhm. on peut tirer bienfait de ces notions qui est, de premièrement, de ne pas juger. Tu vois. C'est très difficile parce que on juge constamment. Tu vois. Et On dit, ouais. oh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, moi je suis bien, lui il est pas bien, tout ça. Moi j'ai un peu au Népal, j'ai appris un peu à être un peu plus cool, tu vois. Avant j'étais Mhm. là, ouais, bouddhisme, c'est le top, les autres ils ont rien compris.
Je suis un peu revenu sur mes positions. Les laïcs, pourquoi pas, les chrétiens, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas, tu vois, c'est pas forcément nécessaire de, de s'imaginer être meilleur que les autres. Non, évidemment, non, bien sûr que non. Bon. Et le fait de juger, oh, lui, il est nul, lui, il a rien compris, là, c'est pas très positif. Puisque Mm. ça crée une situation, une fois encore, où on va s'accrocher avec un ego. Moi, je pense que moi, je suis dans la juste, les autres. Donc, restez un peu cool. Et donc, graduellement, d'apprendre, tu vois, à ne pas juger. C'est difficile, hein, parce que on est plein de jugements. Tu vois. Bien Et une sûr. personne pleine de jugements, elle n'est pas vraiment sur la voie, on peut dire. Puisque elle se prive finalement d'ouverture. Elle se prive et elle ne peut pas rentrer dans cette conscience simplement du moment présent, puisque elle est tout le temps dans le jugement. De dire, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'aime pas ceci, ça j'aime pas cela. Et donc, graduellement, déjà de ne pas juger les choses grossières. Ouais. Lui, les gens, les personnes, ceux qui font pas. Premier point. Et une fois qu'on arrive à ne pas juger les choses grossières, après, c'est ne pas juger nos pensées. C'est beaucoup plus subtil, tu vois. Mais c'est aussi d'une très grande aide. Et donc, quand tu dis des traumatismes, etc., on est d'accord qu'ils viennent de nulle part. Bon, ils viennent de ce qu'on a vécu dans le passé, ils demeurent nulle part. Ils ne sont pas imbibés quelque part où il faudrait laver l'esprit avec, je ne sais pas, non, on ne peut pas laver l'esprit. Et donc, comme disait, tu vois, l'autre, il dit, il faut laver l'esprit par la méditation, tu vois, sans cesse laver l'esprit, le miroir par la méditation. Il a dit, où se dépose la poussière? Moi, je veux bien laver l'esprit, mais montrez-moi la poussière, tu vois ce que je veux Mm, dire. mm, mm, Tu parlais des gens qui ont vécu un très grave traumatisme, etc. C'est un autre niveau, parce que c'est Bodhidharma. Bodhidharma, c'est, ok, c'est, comme disait l'autre, plus haut, c'est le soleil. Enfin bon, c'est, c'est très haut niveau, Bodhidharma. Mais il y avait justement, je crois que c'est Huike ou quelque chose comme ça, peu importe. C'était une personne qui était un guerrier, tu vois. Un guerrier, ce qui fait qu'il a tué de nombreuses personnes. mm, Tombé de nombreuses personnes, des traumatismes. C'est une histoire vraie, hein, c'est l'histoire d'un des disciples, d'un des premiers disciples, on va dire, chinois de Bodhidharma. Et donc, l'idée, il a eu traumatisme PCSD, comme on l'appelle, post-traumatique, ça, il avait ça. On n'appelait pas ça à l'époque, c'était, je ne sais pas quelle année, mais il avait ce traumatisme. Okay. Et donc, il voulait y remédier par la méditation. Okay, par la méditation. Et donc, mais avait de manière un peu violente. L'idée, c'est il méditait comme ça, et il avait mis un couteau planté à côté de son endroit où il méditait. Et quand il médite, et s'il s'endormait, tu vois, parce que quand il s'endort, il revivait les moments de guerre, de souffrance et tout ça. Et donc, il ne voulait pas s'endormir, il voulait juste méditer. Et donc, dès qu'il s'endormait, il prenait le couteau et il se lacérait une partie de la jambe, tu vois, pour rester éveillé. Enfin, bon, c'était un peu, un peu bizarre, mais il faisait des choses comme ça. Et son maître de l'époque ne pouvait pas vraiment l'aider. À part enlever le couteau, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, à un moment donné, euh, il m'a dit, tu as peut-être de la chance, parce qu'actuellement, il y a un maître qui vient de l'Inde, Bodhidharma, qui est un très grand maître. Peut-être qu'il peut t'aider. Il peut peut-être t'aider. Et Bodhidharma, à l'époque, il était au monastère de Shaolin. Et comme il a trouvé vraiment pas vraiment une personne pour enseigner, il a fait un enseignement sans parole. Tu vois, Sutra du diamant, il a ouvert, il est resté méditer tranquille, il a refermé, il est reparti. Il n'a pas dit un mot. Et donc, il y a certaines personnes qui ont compris, mais la plupart, un enseignement sans parole, c'est difficile à comprendre. Et donc, lui-même, il s'est mis dans une grotte, il s'est tourné comme le zen, tu vois, c'est lui qui a créé le zen, en fait. Il a tourné le dos à l'ouverture de la grotte et il s'est mis face au mur. Il est resté comme ça pendant 9 ans, ou chose comme ça, sans bouger, sans manger, sans rien. Et donc, cette personne, il est venu devant la grotte de Bodhidharma, à méditer, tu vois, juste à attendre que Bodhidharma veuille bien lui parler, tu vois. Et ont, il est resté comme ça 3 jours, dans le plein hiver, dans le froid. Il était gelé, ils l'ont ramené, puis il est reparti. Et donc, il est resté comme ça pendant longtemps. Et à un moment donné, Bodhidharma, comme il a vu, enfin, il a entendu, ou je sais pas, qu'il y avait une personne qui était devant sa grotte, il s'est retourné. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Ça fait 3 jours que tu es là, qu'est-ce que tu veux? Tu vois. Et cette personne,
il avait en fait, du fait de, pas de naissance ou quoi, beaucoup comme une tache de sang, tu vois, sur sa main. De naissance, mais chaque fois il voyait ça, ça le rappelait le sang des personnes qu'il a tuées, etc., qui se projetait sur son corps. Et donc, il a demandé, il a dit, je veux le dharma, tu vois, je veux le dharma. Et le dharma, il dit, est-ce que tu es motivé, tu vois, est-ce que tu es motivé pour recevoir le dharma? Et là, il a regardé cette tache de sang qui lui rappelait tout le temps ses traumatismes. Et donc, il est un peu gore. Bon, il a pris son couteau avec l'autre main, il s'est coupé le bras, tu vois, et il l'a offert à Bodhidharma pour montrer sa motivation pour recevoir le dharma. Ah oui, Ah ouais, d'accord. ouais, non, ouais, ben, Sacrée motivation. il a une sacrée motivation. Mais bon, il était vraiment traumatisé et tout ça. Il en voulait vraiment s'en sortir. Et donc, il a dit, OK, OK, t'es motivé, je vois ça. Bon, couper le bras, c'est un peu loin, mais pourquoi pas. Et maintenant, et, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le dharma, OK, mais pourquoi? Pourquoi tu veux le dharma? Et il a dit, pour calmer mon esprit. Tu vois. Et le dharma a dit, OK, donne-moi ton esprit. Tu vois. Mm. Et à partir de ce moment-là, la prochaine phrase de Bodhidharma, c'est, voilà, j'ai calmé ton esprit. Mm. Tu comprends? Parce que tu ne peux pas donner l'esprit. Tout ce qui pourrait perturber, etc. Si c'était quelque part, si c'était contenu quelque part, alors il faudrait effectivement le laver, il faudrait vraiment faire des trucs. Mais non, tu vois, tu peux pas, il n'y a pas de donner l'esprit. C'est comme l'autre, il dit, il faut relever la poussière de la méditation. Ok, moi je veux bien, mais elle est où la poussière? Où elle se dépose? Alors, quel est le but de toutes les pratiques de purification, Vajrasattva, les 35 Bouddhas, etc. Parce Ça, qu'on te si le tu veux, présente vraiment comme des pratiques de purification. c'est pas faux, c'est pas faux. Mais l'idée, c'est l'esprit qui le considère comme la purification. Donc ça purifie. D'accord, ok. Ok, Tu oui. comprends? Si tu le fais sans penser que ça purifie, tu le fais pour impressionner quelqu'un. Par exemple, imagine un mec qui dit, tiens, je viens de faire une retraite de Vajrasattva, je me sens super bien. Ah merde, il a fait ça. Tiens, je vais le faire aussi. Donc tu fais ça. Oh, blablabla. Si tu le fais dans le but d'impressionner quelqu'un, ça va pas purifier. Parce que D'accord. l'esprit n'est pas dans l'aspect de vouloir être purifié. Mm. Il est dans l'aspect de show-off. Tu vois, un peu, Oui, oui, d'accord, je comprends. je parle beaucoup de Bodhidharma, mais tu vois, Mm. Bodhidharma, la première personne qui rencontre en Chine, c'est l'empereur. Mhm. Tu vois. Il rencontre l'empereur chinois, je ne sais plus lequel, vraiment un empereur. Et l'empereur, il s'est glorifié de tout ce qu'il a fait. Il a dit, ouais, j'ai construit 3000 monastères, j'ai fait des librairies, je nourris des moines, etc. Et il dit, j'ai combien de mérites, tu vois, j'ai combien de mérites, en pensant que le Bouddha lui donnait un chiffre des mérites qu'il avait vraiment, comment il a dans son truc. Le Bouddha, il a regardé, il a fait aucun, tu vois. Et l'empereur, il était choqué. Il dit, ah, comment tu peux dire ça à l'empereur? Moi, je suis l'empereur et tout. Il dit, ouais, peut-être, mais il n'y a pas de mérite de tout ce que vous avez fait. Et pourquoi? On peut se poser la question. Il a fait tant de choses. Il devrait y avoir des mérites. Non, parce que il a fait dans le but de obtenir des mérites, dans le but de faire en sorte que je suis un grand truc qui fait plein de choses bénéfiques, etc. Et donc, il n'y a Mm. D'accord, ouais, c'est pas de intéressant. mérite. Mm, Tu vois, c'était dans le but vraiment, tu vois, d'éliminer toutes les choses négatives que tu aies pu commettre. De faire en sorte, comme on dit dans les quatre pensées, pour ça les pratiques, c'est très fort, hein, le bouddhisme, c'est pas une blague, c'est vraiment très précis. Tu vois, il y a le support, il y a mm. l'intention, il y a le pratique elle-même, puis après il y a la résolution de ne pas le Mm. recommettre. Si vraiment tu fais ça avec cette énergie, c'est très bénéfique. Parce Mm. que peu importe ce que tu aies pu faire ou pas dans le passé, tu le purifies ou pas, c'est une autre question, mais surtout, tu as l'intention de ne pas le reperpétrer. Mm. Mm. Et donc ton esprit se tourne vers le bien, se tourne vers autrui, tu vois, Mm. Mm. se Mm. tourne vers des choses positives. Et ça purifie Mm. effectivement. Et Mm. puis, tu deviens plus tranquille, plus paisible, parce que tu prends la résolution d'être une personne bénéfique pour autrui. En tout cas, comme disait Geshe Tanguay, si vous ne pouvez pas être bénéfique, au minimum, essayez de ne pas nuire aux êtres. C'est déjà pas mal. Tu vois. Et donc, quelqu'un qui fait la purification,
Ça, c'est quoi? C'est 10 actions non vertueuses. C'est ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, tout ça. C'est toutes des choses qui font du mal aux êtres. Il n'y a rien Mm. d'autre là. Et donc, cette personne, en faisant ça, il a l'intention de vouloir, quelque part, symboliquement se purifier de ce qu'il a pu commettre, de se sentir, quelque part, libre de ses mémoires passées, tu vois, ce qui est bien, tu vois, et qui demande la bénédiction des Bouddhas, etc., qui est une forme très bénéfique et qui a une réalité aussi, parce qu'il y a des êtres qui sont avancés sur cette voie suffisamment pour pouvoir être comme un exemple et une Mm. force de Mm. transformation spirituelle, ce qui est bien aussi. Et plus important pour moi, c'est qu'il a l'intention de ne plus perpétrer ces actions. Donc c'est Mm. très très bénéfique. Mm. C'est très Mm. bénéfique. Et le fait de le faire avec le corps, comme les 35 Bhuttas, c'est d'autant plus bénéfique. Mm. Parce que le corps, tu vois, il participe à cette mémoire aussi des Mm. actions qui ont été commises. Tu vois, la parole, tu dis les mantras, tu fais le corps, tu vois. Et donc, nécessairement, cette personne est purifiée. Tu vois. Et donc, c'est loin d'être des choses inutiles. Au contraire, c'est essentiel. Mais ça l'est à partir du moment où l'esprit est en accord avec ça. Si tu le fais dans un autre but, vaut mieux Mm. pas le faire. Mm. Mm. Moi, non, c'est pas mieux de pas le faire, mais il faut plus de temps. Il y a des gens qui font les préliminaires et ils vont voir le maître. Ouais, j'ai fait les préliminaires, super, donnez-moi les pratiques. Non, désolé, il faut que tu refasses les préliminaires. Ah bon, d'accord, ok. Ils refont les préliminaires. Ah, c'est pas une blague. Il y a des personnes qui sont vraiment. Et donc, le maître, il dit, ok, donc c'est pas mal, 2 fois, c'est bien, mais je pense qu'il faut que tu les refasses encore une fois. Et en fait, tout ça, c'est pour faire en sorte qu'à un moment donné, la personne, il lâche le truc, de se dire, je fais les préliminaires pour faire les préliminaires. Tu vois. Mm. Mm. N'apporte aucun bienfait, mais qui comprend graduellement, au bout de 3 fois, que peu importe de se dire j'ai fait ou pas les préliminaires. L'important, c'est ce que font les préliminaires pour mon esprit. Bien sûr, bien sûr. Tu vois. Donc, ça, c'est très, très, très bénéfique. On peut pas le négocier, tu vois. Mais ça rentre dans la même notion que l'intention d'être une personne utile. Tu vois. Tu vois, moi, j'ai un peu sorti des mantras. Tu vois, moi, je récitais beaucoup de mantras. Ta. Maintenant, j'ai des mantras très simples. Vraiment Mm. très simples. Tu vois. Le premier, c'est puissent tous les êtres sensibles, tu vois, trouver la paix et le bonheur. Tu vois, le premier. Ensuite, plus important, c'est puissent tous les êtres sensibles trouver la compassion. Tu comprends? Parce que si les personnes sont compatissantes, le monde irait beaucoup mieux. Tu vois. On n'irait pas à torturer les gens ou faire je sais pas quoi. Donc c'est un mantra très important. Et un autre aspect, on peut dire, puissent tous les êtres sensibles, donc pas seulement les humains, mais tous, tu vois, trouver la spiritualité. Tu vois. Pas la religion, mais un chemin qui les amène vers une meilleure compréhension d'eux-mêmes, une manière de progresser, d'avancer sur cette vie. Tu vois, ça c'est un point. Et après, un autre point, qui pour moi je pense est essentiel, qui est puissent mes actions contribuer au bien-être de tous les êtres sensibles. Tu vois. C'est ça. Je ne cite pas d'autres trucs. Et pour moi, ça a beaucoup de sens. Tu vois. Si on peut réciter des mantras en sanskrit, tout ça, on peut, c'est très bien, mais pour moi, ça a moins de valeur, tu vois, que des actions, une intention. Tu vois, que nos actions euh, puissent bénéficier l'ensemble et apporter un bienfait à l'ensemble des êtres sensibles. Et en fait, quand on dit ça, parce qu'on a toujours cette sensation de se dire, ouais, mais moi là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, on fait ça, le bien-être des êtres sensibles et tout. Et moi, je veux un truc, tu vois, une voiture, de l'argent, des femmes, tu vois. On n'a pas besoin, puisqu'on est dans tous les êtres sensibles. Tu vois. À partir du moment où on prend conscience de ce point, que si tous les êtres sensibles sont bien, je serai naturellement bien, puisque je suis dedans. Tu vois. Et vas-y, je t'écoute, tu voulais dire un truc. Non, 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 tu vois. Et donc c'est un peu ça, tu vois. Le mantra et ma façon de voir. Ça, Népal m'a beaucoup, comment on pourrait le dire, interloqué par beaucoup d'appoints, tu vois, beaucoup de points. Et j'ai changé pas mal de façon de voir, notamment dans l'aspect de jugement, tu vois, de dire, ouais, les bouddhistes, hindous, machin, tu vois, je juge plus vraiment, j'essaye de ne pas juger.
Et là, ils font tout un tas de trucs, ils appellent ça le bouddhisme. Bon, c'est pas forcément mon point de vue, mais ok, tu vois, why not? Ok, c'est leur trip, ok. Les autres, ils font d'autres choses, ok, c'est bien aussi, tu vois. J'ai pas besoin de m'interférer en juge, là. Ah, eux, ils font rien, tu vois. Et de simplement, tu vois, d'avoir cette intention bénéfique. Et je pense, on a beaucoup d'inquiétudes et de peur parce que justement, on n'est pas dans cette intention bénéfique, si tu veux. Si tu es dans une intention bénéfique, le monde va changer totalement pour cette personne. Puisque cette intention bénéfique est un peu comme un truc magique. C'est-à-dire, même si, comment on pourrait dire, on a l'inquiétude, on dirait en fait, le passé c'est fini. Ok, c'est fini. On n'en parle plus, il n'y en a plus. Ok, on apprend petit à petit cette notion-là. Mais il y a le futur. Tu vois. Il y a le futur, et le futur amène l'inquiétude. Tu vois. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Et donc, on est dans cette inquiétude du futur. Tu vois. Et moi, je dirais, on est dans cette inquiétude du futur de manière inutile, puisque si réellement on a cette intention d'être bénéfique, et que nos actions apportent un bienfait et soit apportent une contribution au bien-être de tous les êtres de tous, le futur sera nécessairement bien. Il n'y a pas de possibilité qu'une personne qui soit ouverte sur autrui, qui soit compatissante, qui soit bien bénévoleuse, souffre dans le futur. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a pas même de nécessité pour une telle personne de s'inquiéter du futur. On peut penser les êtres, bon, on n'est pas à ce niveau-là, mais on peut penser les êtres saints, les très grands Rinpoché ou vraiment les êtres qui sont de très avancés sur la voie, ils n'ont pas d'inquiétude du futur. Tu vois. Parce qu'ils savent très bien qu'avec une telle intention, rien ne peut leur arriver. Rien de néfaste peut leur arriver. Et même si quelque chose de néfaste leur arriverait, c'est pas gênant non plus. Puisque au final, ça sera juste une expérience qu'ils prendront sans jugement. Tu vois. Je sais pas Mais si... Dis-moi. Vas-y, Florent, je moi, ce qui t'écoute. me donne surtout, excuse-moi, mais surtout, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, on ne peut pas résister aux bonnes intentions des autres. C'est-à-dire Voilà, que, voilà. On peut mais pas. C'est bien. c'est difficile. C'est difficile. C'est impossible. Puisque c'est une énergie tellement forte qu'elle amène, tu vois, cet aspect d'aider ou de subvenir aux besoins d'une telle personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Non, notre seul travail, c'est réellement, tu vois, de développer une telle motivation. Une telle motivation et une tranquillité d'esprit. Et avec cette tranquillité d'esprit, la vie devient, ce que disait Geneviève tout à l'heure, devient beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. Tu vois. Et donc, c'est toutes nos pratiques, que ce soit de purification, de mantra, de méditation, de visualisation, n'importe quoi, si elle est tournée vers cette intention, tu vois, d'apporter une contribution au bien-être de tous. On peut être certain que ça sera une réalité. Et de ce fait-là, il n'y a plus d'inquiétude du futur. Il n'y a pas nécessité de s'inquiéter. Et le passé lui-même, il est résolu. Il n'a plus. De son côté, il est résolu. Et donc, on a graduellement, tu vois, cette sensation de calme, de tranquillité de l'instant du présent. Et ça peut paraître un peu inquiétant, tu vois, parce que justement, si on prend conscience que le passé n'existe plus, même l'instant, les instants qui viennent de s'écouler n'existent plus, et que le futur n'est pas encore présent, donc c'est totalement une inquiétude, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est ouvert, c'est open, c'est comme un trou noir quelque part, mais j'ai envie de dire, si on a cette, cette volonté d'être bénéfique, c'est plus noir, c'est plus une inconnue, ça devient une lumière. Ça devient quelque chose qui nécessairement va amener quelque chose de positif. Et tu veux, on peut penser que toutes les bonnes choses qui viennent de passer, qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu vivre avec les personnes, ce qu'on a pu apprécier, etc., qui sont apparues du fait d'une intention bénéfique, du fait d'être compatissant, d'être ouvert, d'être généreux et tout ça, va nécessairement créer un futur de cette nature. C'est un peu
leap of faith, c'est ça un peu la foi. Parce que, oui, mais comment tu peux être sûr que nanani, nanana. On ne peut pas être sûr, mais on peut comprendre la notion que si dans le passé, cette intention bénéfique a apporté un bienfait et était quelque chose qui nous a amené beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, etc., la même intention présente va amener nécessairement les mêmes résultats. Et que même si on rencontre des personnes qui sont néfastes ou peu importe, avec une telle attitude d'esprit, on peut que quelque part avoir de la compassion pour ces personnes. Et donc, si à la place de la colère, du ressentiment, de la haine, de la méchanceté, tout ça, on met la compassion, même si la personne qui a toute cette haine, toute cette méchanceté envers nous, etc., souffre, nous, on ne peut pas être atteint par cette haine, tu vois, puisque elle n'est pas, comment on pourrait dire, elle n'est pas réfléchie par nous-mêmes. Nous sommes simplement dans la compassion, dans le fait de dire, oh, il a tout un tas de haine, donc c'est dommage pour lui. On prie pour qu'il soit mieux, etc., qu'il soit libéré de cette haine, qu'il ait moins de souffrance, etc. Parce que il y a un point qui est un peu dur à accepter, mais qu'il faut comprendre, c'est que si une personne aime faire souffrir autrui, c'est parce que elle-même est en souffrance. On peut le prouver en disant que une personne qui est bien, qui est heureuse, n'apprécie pas la souffrance d'autrui, n'a pas l'intention de nuire à qui que ce soit. On ne verra jamais une personne qui est heureuse, qui est épanouie, qui est tranquille, de se réjouir de la souffrance d'une autre personne. C'est pas vrai. Puisque quand on est dans cette joie, dans cette tranquillité, dans cet épanouissement, on ne souhaite qu'une chose, c'est que tout le monde en profite. Que tout le monde puisse vivre une telle joie, une telle tranquillité. Et donc, tout ce qui va entraver cette joie, cette tranquillité, cet aspect plaisant de la vie, on va pas l'accueillir et on va pas le souhaiter pour les autres personnes. Et donc, c'est un peu dur, mais c'est ce qu'il faut se dire quand on rencontre des personnes qui sont dans cette volonté de faire du mal, de nuire, d'être méchant, d'être ceci, cela, c'est qu'il faut voir que en eux-mêmes, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de joie au final. C'est ce qui fait qu'ils sont dans le plaisir de faire souffrir autrui. Et donc, on doit penser à cet aspect-là, de voir que c'est des personnes en souffrance, en final. Et donc, il n'y a pas nécessité, devant une personne en souffrance, de rajouter encore plus de souffrance en étant méchant, en étant véhément ou en insultant, etc. Donc, c'est difficile, hein, c'est un peu difficile. Mais c'est un peu l'idée. Ça ne veut pas dire tendre la joue droite, etc. S'il y a des gens qui agissent mal, il faut leur dire, il faut être ferme, clair. Mais néanmoins, euh, tout en agissant de cette manière-là, de prendre conscience quelque part que s'ils sont dans cette volonté de faire souffrir autrui, c'est qu'eux-mêmes sont une souffrance. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un peu des paroles difficiles. Oui, Geneviève, qu'est-ce que tu en penses? Oui, vas-y, François, Florence. oui, oui, moi ça me parle beaucoup parce que j'ai vécu une situation qui était assez difficile pour moi. Et moi, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, ben voilà, bon, face à une personne, j'ai l'impression qu'elle me veut un peu de mal. Je me suis dit, ben voilà, je vais tout lui donner. Enfin, mais, euh, et là, je comprends que ça peut faire changer les choses, mais c'est difficile, en fait, de le faire, en fait, même si on comprend qu'il n'y a que ça à faire. C'est difficile, en fait, de passer à l'acte. Hmm. Oui, mais c'est ces actes qui Mm. font on évolue vers le bien, tu vois. Mm. Parce qu'une fois encore, ça crée cette mémoire, une mémoire positive, tu Mm. vois. L'esprit ordinaire n'est pas néfaste, n'est pas une mauvaise chose, mais il faut l'utiliser dans le bon sens, tu vois. On ne peut pas être toujours dans la conscience de l'instant, d'être conscience infinie ou je sais pas quoi. Déjà, il faut y arriver, on en est loin de cela. Néanmoins, on peut utiliser notre esprit ordinaire pour devenir, à notre sens, une personne meilleure. Tu vois. Et le fait de dépasser certaines choses comme des actes de générosité, ou si on n'est pas quelqu'un de généreux en général, on essaie de donner, ou si on n'est pas très combatif, on essaie d'avoir plus de compréhension pour la situation, etc. C'est ce genre de choses qui fait que on évolue, tu vois, vers le bien.
Et ça, c'est positif, tu vois. Et c'est positif. Et c'est notre travail. On peut pas aller contre ce travail. Ça serait d'être paresseux, tu vois, de rester dans l'état dans lequel nous sommes en ne cherchant pas à évoluer. Tu vois, donc, des fois, je sais pas, dans un Moshe, il disait, vous vous tapez tout le temps la tête de l'ego, 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 mais c'est nécessaire, on a besoin de cet ego. Mais un ego qui s'accroche aux choses positives. C'est un peu la notion bouddhiste, on parle de mérite et sagesse, ou mérite et yeshe. C'est exactement cette notion-là. C'est-à-dire que les mérites, pourquoi on fait des choses, des mérites, des trucs? Parce que, à mon sens, c'est une mémoire de nous-mêmes, une image de nous-mêmes qu'on crée de personnes qui agissent de manière positive, qui fait des choses positives, que ce soit la générosité, que ce soit n'importe quel type de mérite. Et cette image de nous-mêmes est positive, elle est saine. Elle nous permet de nous construire de manière sainement. Tu vois. Parce on n'est pas complètement libéré de ce corps, on n'est pas libéré de cet esprit ordinaire. On- certes, on n'est pas ça, on ne peut pas s'identifier, néanmoins, on n'est pas détaché de cela. Et le fait de l'utiliser à bon escient et de se souvenir de ce qu'on peut être quand on est dans un état positif et généreux, etc., c'est bénéfique. Parce que ça peut nous encourager à aller de plus en plus dans cette voie-là. Et c'est essentiel, tu vois. Pourquoi les gens disent tout le temps, il y a les deux aspects, le mérite et la sagesse. Oui, c'est, les deux sont importants, tu vois. On ne peut pas juste rester dans une situation, oh, je suis la conscience infinie, machin truc. C'est n'importe quoi, c'est juste une pensée. C'est-à-dire, il y a pas d'intérêt à imaginer ça. Et le fait de juste s'accrocher, oh, je suis une personne généreuse, je suis une personne magnifique qui fait plein de choses, c'est pareil, c'est le même délire. Donc, on a besoin de ces deux, non, deux aspects. Des fois, on parle d'un oiseau et deux ailes, tu vois. Et donc, c'est ça. Il y a cet aspect concret, matériel, où on va agir, on va faire des choses bénéfiques, etc., avec notre corps, notre parole, même notre esprit. Et un autre aspect, qui est l'aspect un peu plus, euh, comment on pourrait dire, subtil de l'esprit, qui est justement de ne pas s'attacher au corps qui peut faire tout ça, ou même à l'esprit ordinaire qui peut faire tout ça. De voir simplement comme quelque part un spectateur. Et graduellement, c'est d'unir ces deux. Pour ça, des fois, on dit le prajnaparamita. Le paramita, il vient du fait d'associer cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des choses bénéfiques, c'est de ne pas s'attacher ou s'associer ou s'identifier à la personne qui fait des choses bénéfiques, mais de rester simplement dans l'observation de cela. Pas évident, mais c'est un peu l'idée d'unir méthode et sagesse. On dit comme ça dans le bouddhisme. Et c'est à partir de ce moment-là où l'action qu'on fait devient la paramita, devient quelque chose qui, paramita, qui transcende, qui va au-delà de l'aspect ordinaire. Sinon, on est dans une notion ordinaire. Et on va pas aller bien loin, puisque c'est simplement ordinaire. On donne en pensant je donne, je suis celui qui donne, machin truc. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est un peu plus lent. C'est un peu plus lent. Parce qu'il faut arriver à dépasser cela, tu vois, à être simplement l'observateur de la de générosité, tu vois, dans ces notions. Je sais pas si ça vous parle. Aujourd'hui, je parle beaucoup, mais l'idée, c'était surtout de, si vous avez des questions, pendant tout ce temps-là, on ne s'est pas vu. S'il y a des questions, elles sont bienvenues, que ce soit Florence ou Geneviève. Geneviève est toujours là, je ne sais pas, je ne la vois plus. Geneviève, Oui, tu es là, toujours oui. là? Ah oui, Oui, ok. oui, je Je suis là, oui. vois qu'une seule Je personne. t'ai pas quitté. Donc, Écoute, est-ce que vous avez non, des questions par rapport à tout ce temps que vous avez j'ai ensemble? pas forcément beaucoup de questions. Moi, j'ai peut-être une question, Sylvain. Vas-y, 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 dis-moi. Florence. Euh, quand le corps est fatigué, Ouais. comment, donc le corps, le souffle, en fait, ça va un peu avec, comment l'esprit peut l'aider? Est-ce qu'il y a un moyen d'agir avec l'esprit? Je sais pas si je me fais comprendre, hein. Si, enfin, il y a différents moyens, mais après, tout dépend du niveau de la personne, tu vois. Si la personne est à un point où il s'attache plus à son corps, il a compris qu'il n'est pas le corps, et même fatigué, il y a pas vraiment de notion de fatigue, puisque la fatigue, si tu veux, bon, c'est un peu compliqué, c'est des situations un peu compliquées. Ça demande un certain niveau, tu vois. Mais l'idée, c'est que
si vraiment la personne, graduellement, vit l'instant présent, tu vois, il n'y a plus de fatigue, puisqu'il n'y a pas identification au corps. Il n'y a pas de moment où il n'y a pas l'identification au corps. Le corps, il peut faire énormément de choses difficiles, tu vois, très fatigué. Une fois que c'est fini, c'est fini. S'il n'y a pas le fait de s'attacher, de s'identifier au corps, tu vois, le, quels que soient les efforts qu'il a pu faire, etc., pour cette personne, il n'y a plus de fatigue, puisque, comment on pourrait dire, il ne s'attache pas à ce que peut vivre le corps. Il est simplement dans l'expérience de ce qu'il vit au moment présent. Et comme c'est pas le moment présent, il n'y a pas de fatigue. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mhm. Peut-être pas. Je refais peut-être Si, l'explication. si, si, Mais tu comprends l'idée. Mais ça demande une certaine évolution. C'est-à-dire, c'est la capacité de se dissocier de l'identification au corps. Puisqu'on est fatigué, puisqu'en fait, l'esprit s'attache, l'esprit ordinaire, s'attache à ce que le corps a vécu. Donc, il vit dans le Mhm. passé de ce qu'il a vécu. Et Mhm. cette vision de ce que le corps a fait ou a vécu qui fait qu'on ressent la fatigue. Mhm. Ouais, c'est une sorte de comparaison en fait. C'est comparer Non, au-delà de l'état ça, de si tu fait, veux, non? c'est, Mhm. comment on pourrait dire? Si tu regardes quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, tu vois, il fait beaucoup d'efforts, il fait beaucoup d'efforts. Si tu penses, tu es cette personne, tu vas ressentir la fatigue, puisque tu revis tous les efforts que tu as pu faire de porter un truc très lourd ou je sais pas quoi. Et donc, tu, tu vis tout ça et tu vivrais la fatigue de la personne. Si en revanche, tu vois un mec qui porte un truc très lourd, mais c'est pas toi, tu n'es pas fatigué, Mhm. si tu veux. Et donc, euh, l'esprit qui est capable d'être simplement dans le moment présent, et pas dans le moment passé, qui ne s'identifie pas au corps, il va pas pouvoir ressentir de fatigue. Puisque au moment où tu arrêtes les efforts, il n'y a plus d'efforts. Et donc, dans cet instant, il n'y a pas de fatigue non plus. Parce que la fatigue, elle vient de l'attachement ou de l'identification à ce qu'a pu ressentir le corps, si tu veux. Et ça, Mhm. c'est un point très important. C'est un peu un aspect physique. Je pense les gens qui font beaucoup de sport, les athlètes, etc., doivent vivre ça. Tu vois. On dit dépasser la fatigue ou second souffle ou tout différents trucs comme ça. C'est que à un moment donné, la personne, il souffle, il se dit, OK, toutes les actions que j'ai fait avant dans le passant du corps, c'est pas maintenant. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus ces actions-là. Et donc, il repart comme si rien ne s'était passé. Mais c'est toujours la même chose. Si tu veux, le corps et l'esprit Mhm. sont extrêmement liés l'un à l'autre, si tu veux. Et par exemple, comment on va dire, Hmm. on sous-estime l'importance des pensées et des émotions sur le corps. Tu vois. Par exemple, une personne qui va développer beaucoup de haine. Cette haine, elle va influencer son état physique. Et elle peut même arriver à créer des maladies, si tu veux. Parce que les deux sont très liés. Le corps qu'on a dépend de l'esprit qu'on a. Haine, d'énergie négative, etc. Le corps lui-même, il va vivre tout ça. Il va graduellement développer des maladies, des pathologies, tout un tas de trucs comme ça. Puisque cette identification fait que tout ce qu'on a dans l'esprit va venir quelque part imprégner le corps et agir sur le corps. Et donc, inversement, si tu as des pensées positives, tu es quelqu'un qui essaie d'être généreux, d'être gentil, tout ça, ça va aussi influencer le corps, tu vois. Et la fatigue, euh, tout dépend, elle vient d'où, tu vois. Si elle vient d'une action bénéfique, ça va pas être ressenti comme de la fatigue, tu vois. Ça va être ressenti comme quelque chose de bénéfique, comme l'esprit
graduellement prend, j'ai envie de dire, possession du corps pour en faire quelque chose d'utile, tu vois. Et donc, cette intention d'utiliser le corps pour faire des choses utiles, même si tu fais beaucoup de choses qui semblent très fatigantes, etc., tu vas pas ressentir de fatigue, puisque tu vas être dans la joie ou la réjouissance que graduellement, ton esprit, qui a une bonne intention, etc., peut finalement utiliser ce corps, tu vois, pour faire des choses bénéfiques. Mais tout ça, ce sont étant dit, si tu ressens la fatigue, peut-être il faut renforcer le corps. Tu vois, le corps doit graduellement être renforcé avec l'idée, pas d'être joli ou je sais pas quoi, mais de pouvoir utiliser ce corps au moment où il en aura besoin, avec suffisamment de force, suffisamment d'énergie. On ne sait pas ce qui va nous arriver ou de quel effort on va devoir faire pour aider une personne dans le futur. Et donc, si on a besoin de force et si on est faible, à ce moment-là, on va regretter. On va se dire, oh, si j'avais su, j'aurais développé plus de force dans mon corps afin de pouvoir aider cette personne à ce moment-là. Je sais pas, imagine, tu marches au bord d'une rivière et tu as un type qui tombe dans la rivière. Si tu as cette force, tu peux le tirer de cette rivière. Si tu es faible, tu peux même pas imaginer le tirer puisque tu vas t'emporter toi-même. Et donc, l'idée de renforcer le corps peut être dans cette notion-là, tu vois, de faire en sorte que mon corps, tant que je suis vivant, comme j'ai cette intention d'être bénéfique aux êtres, il faut qu'il soit suffisamment fort pour pouvoir répondre aux besoins des êtres. Tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. Et oui, dans oui, cette, oui, oui, je la, vois, merci. Ouais. la fatigue n'a pas prise, tu vois. Mm. Mais tout ça sont des notions subtiles parce que, tu veux, le corps, l'esprit, cette notion de conscience, tout ça est lié, mais en même temps, il faut Mm. pas. C'est toujours l'intention qui est importante. Si tu fais Oui. des Mm. entraînements de renforcement musculaire, etc., dans le but de paraître fort ou de faire des. Il y a pas d'intérêt. Tu vois. Il y a un intérêt peut-être pour la personne. Il ne faut pas juger une fois encore. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, c'est différent de l'intention de dire, voilà, je veux que ce corps soit suffisamment fort, alerte, etc., afin de répondre à des situations dans lesquelles j'aurais besoin d'aider une personne dans le futur. Tu vois. C'est pas la même intention. Mm. Même si tu dois faire des efforts, tout ça, cette fatigue, elle est acceptée par l'esprit. Puisque c'est l'esprit lui-même qui, c'est un peu ce que les sportifs disent, le mental, ou je ne sais pas, l'esprit lui-même qui prend possession du corps, qui en fait comme Mm. son. Actuellement, c'est l'inverse. En général, notre corps prend possession de notre esprit. Comme s'il y a des pensées de désir ou de, je sais pas, de colère, de haine, etc. L'esprit, il prend, c'est comme s'il perd la capacité de maîtriser le corps. Mhm. Il y a plus de contrôle, il n'y a plus de maîtrise. C'est juste, on est la proie, le corps, l'esprit ordinaire, Mm. la proie de pensées négatives, etc. Et on ne peut plus rien faire. C'est vogue la galère. C'est juste là, ok, on attend que ça se passe et on va voir après. Puisque on perd complètement, c'est comme les gens disent, on dit je suis hors de moi, ou je me suis laissé emporter, ou j'ai perdu la maîtrise de mes paroles, je ne savais pas ce que je disais, etc. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc, tout cela peut être évité quand le corps est assez fort, l'esprit ordinaire est assez fort, il n'est plus sous cette prise des pensées discursives ou je ne sais pas quoi, ou des émotions, on Et, écrit des émotions perturbatrices. Tu vois. moi, Et ce c'est que un point important. ce que j'ai vu, c'est que quand le corps est faible, en fait, le souffle est très faible, Mm. l'esprit, en fait, il reste un peu collé au corps. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire, on voit vraiment les choses en tout petit, tu vois. Et c'est ça qui est très difficile, je trouve. C'est exactement Mm. ça. Mais Mm. tu as tout à fait dit. Les pensées perturbatrices, etc., Mm. ont cette Ouais. capacité de réduire notre Mm. vision. Tu vois. On ne voit plus les choses en grand ou Mm. clairement. On voit plus qu'un truc. Oh, il m'a dit ça, il m'a dit Mm. espèce d'enculé, tu vas voir. On voit plus que ça. Il n'y a plus rien d'autre Mm. qui. Et c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Et là, le corps, il peut rien faire. Tu vois. Il est la proie de tout ça. Mm. Et l'inverse, c'est vrai. C'est-à-dire, si le corps est fort,
il est fort, Mm. l'esprit lui-même, il devient plus fort. Mm. Même si des gens t'insultent ou je ne sais pas quoi, tu peux voir les choses différemment. Et tu peux rester dans cette ouverture. Tu vois, ok, il m'insulte, mais bon, pourquoi il Mm. m'insulte? Qu'est-ce qui se passe autour? Voyons voir. Il y a pas cette fermeté. En fait, les Tibétains, ils ont bien compris tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils appellent ça Nyö Mongpa. Tu vois. Nyö, c'est l'opacité. Non, Nyö, c'est bon, l'agitation. Et Mongpa, c'est l'opacité. Et donc, Mm. c'est bien ce qui se passe. C'est bien ce rétrécissement, qu'on pourrait dire, et cette opacité, finalement, qui se crée à part d'un objet. Tu vois. Exactement, ça, c'est très juste. Mais tout ça est important. C'est pour ça que les exercices physiques, tu vois, renforcer le corps avec cette intention Mm. d'amener plus de force à l'esprit qui est positif, hein, ça, c'est très nécessaire. Tu vois. C'est très Mm. nécessaire. Et on ne peut pas faire contre ça. Tu vois. Si tu ne le faisais pas, les résultats ne sont pas les mêmes. Tu vois. C'est pour ça les gens, ils méditent, ok, c'est bien gentil, mais je pense, j'ai envie de dire, comme Bodhidharma, il faut que le corps soit fort. Donc il faut renforcer le corps. Il faut faire des efforts pour que le corps soit suffisamment fort. Et tu n'auras pas ressenti cette fatigue avec l'idée de renforcer le corps dans le but de faire un truc utile pour les autres. Tu vois. Et donc Mm. ça, c'est un bon essentiel. Et aussi, il faut se familiariser avec ça. C'est aussi la méditation, tu vois. C'est aussi se familiariser avec les efforts pour renforcer le corps. Se familiariser avec l'intention bénéfique de vouloir apporter un bienfait. Parce que les gens sont tellement gentils et ont fait tellement de bonnes choses pour nous, c'est normal de rendre cette gentillesse, etc. Et même pour nous, même c'est bien. C'est bien de vivre dans un état d'esprit qui est tourné vers autrui, qui est comme ça. Tu vois. C'est beaucoup plus sain finalement pour nous-mêmes. Donc on se rend, on n'a que du bienfait aussi. Et tout ça, c'est méditation. Tout ça, c'est familiarisation. Pour ça, quand j'entends ce terme méditation, tu vois, j'ai envie de dire, il faut l'ouvrir, tu vois, il faut l'élargir à tout ce que nous faisons. Dans le but que il faut se familiariser, enfin il faut, je sais pas, euh, ça peut être une bonne chose, tu vois, de se familiariser avec cette intention bénéfique, tu vois, à se familiariser avec cette volonté de renforcer le corps, afin d'amener plus de force, etc., dans l'esprit. Et les deux sont totalement liés, tu vois. Par exemple, j'étais très, très impressionné. C'est la deuxième fois, je crois, j'étais à Bonnat, tu vois, autour du stupa, j'ai vu un truc incroyable, comme on pourrait dire un extraterrestre. Tu vois. J'ai vu un yogi, tu vois, un yogi très grand, tu vois, avec un corps extrêmement fort, tu vois. J'ai vu les yogis avec des bracelets de mola partout, avec un. En plus, il faisait froid, puis il était juste habillé en espèce de drap avec des tongs, tu vois. Et tu vois, et c'était très impressionnant. Un corps vraiment impressionnant. Pas juste un culturiste, etc. Mais tu sentais la force physique de cette personne. Vraiment cette force physique. Et la première pensée que j'ai eue, c'est sa méditation doit être extraordinaire. C'est pas un rigolo, je veux dire. C'est pas un yogi comme on en voit des fois. Non, là, c'est vraiment sérieux. Tu vois. Et c'était très intéressant de voir que cette vision, si tu veux, d'un corps extrêmement musclé, extrêmement, pas sur mesure, mais vraiment, puis en plus très grand, on a cette impression, et avec un regard comme ça. En tout cas, l'idée, c'est que ma pensée, tu vois, c'est de dire, waouh, une telle personne, ça rigole pas. Sa méditation, c'est du sérieux, tu vois. Et c'était un truc, c'est à ce moment-là où j'ai quelque part fait ce lien, tu vois, entre un corps physique qui est musclé, qui est vraiment fort, au sens fort, pas juste show-off des gonflettes, non, fort, amène nécessairement un esprit extrêmement concentré et une très Mm. grande force. Et c'était le premier lien que j'ai fait. C'était très bizarre parce que je ne m'y attendais pas du Mm. tout. Je pense que c'est une réalité. C'est réellement une réalité. Pour ça, je pense, le- l'aspect, tu vois, d'associer le renforcement musculaire avec la pratique spirituelle, c'est un point essentiel. Tu vois. Avec cette détermination de faire en sorte que ce corps soit bénéfique. Et aussi d'être en bonne santé. Parce que on prie, je veux une longue vie, je veux une longue vie, je veux une longue vie. Ok, c'est bien gentil. Mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir une longue vie? Tu vois. Si on fait rien, on mange n'importe quoi et on fait pas de sport, et on veut une longue vie, ok, c'est pas logique. Tu vois.
C'est pas logique. On peut pas reprocher les Bouddhas ou je sais pas qui, Tara ou n'importe quoi, Bouddha, Tara blanche, de ne pas avoir une longue vie si on prend pas soin de notre corps. Ça n'a pas de logique. Le bouddhisme, il n'est pas dans une foi aveugle où quelqu'un va venir nous bénir et on va être magnifique. Non, il est dans l'aspect, le Bouddha a dit, je vous montre la voie, mais c'est à vous d'avancer. Je ne peux pas donner mes mérites, je ne peux pas laver vos négativités, etc. C'est à vous de faire la voie, de faire le chemin. Je vous montre juste le chemin. Et donc, de vouloir souhaiter d'avoir une longue vie, de l'initiation de Tara, des mantras, ok, c'est bien, mais si on fait rien pour faire en sorte que ce corps soit bien, soit en bonne santé, c'est pas logique. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être vous êtes différents Ouais. de moi. Moi, je voulais dire ce qui m'aide beaucoup quand je me sens fatiguée, du moins, que je souhaiterais méditer et que je me sens fatiguée, en fait. J'ai constaté que effectivement, il y a cette pensée, si tu veux, déjà de se dire je suis fatigué, qui commence par tu es sous l'emprise de la pensée que tu es fatigué. Et donc là, ça commence à devenir très difficile de s'en détacher. Donc, le truc que je fais, donc c'est Sylvain qui a montré ça, je fais la purification des souffles. Je me dis, OK, tu es fatigué, d'accord, mais fais au moins la purification des souffles, en 7 points, là, enfin, ce que tu as montré, voilà. Et c'est ça ton exercice du soir. N'en fais pas plus. Et que si tu fais ça, ça sera très bien, etc. Je commence à... Et quand je fais la purification des souffles, j'imagine que je sors la fatigue, tu vois. Et ça donne une petite impulsion pour se sortir de cette idée, je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher. Bon, alors après, il y a plein de fatigues différentes hein, aussi quelque part, mais c'est vrai, je dirais aussi que la sensation de fatigue et le corps plus endurant, etc., moi j'ai l'impression que j'ai récupéré une forme physique en faisant beaucoup de prosternation avec la motivation qui va avec. Franchement, Ça, franchement. c'est certain. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu disais les 35 Bouddhas, tu m'as parlé des 35 Bouddhas, Moi, je tu vois, fais les 35 Bouddhas tous les jours et si tu veux, bon, je ne suis pas au 100 000, mais j'ai senti que vraiment, il y avait une grosse différence dans mon énergie physique. Énorme, énorme, énorme. bien sûr. Ça, c'est un exercice complet pour le corps, tu vois, la purification. Tu sais, quand tu vas à Bodh, tu vois des gens, c'est très impressionnant. Ils font le tour du stupa en Oui, oui, prosternation. oui, oui. Tu vas aller pas une peu, moi, je vois toujours le même bonhomme, mais je suis allé 3 fois à différents mois d'interprète, comment dire, de différence, il y a toujours le même bonhomme qui fait les prosternations, tu vois. Donc, il doit en faire énormément. Quoi qu'il en soit, c'est ça, c'est juste, tu vois. C'est juste, c'est cette intention de renforcer le corps, tu vois. Il y a cet aspect des prosternations, des longues prosternations. C'est vraiment un exercice physique complet pour le corps. Tous les muscles, etc., pratiques. Et Et, tu récupères un niveau d'énergie qui fait que tu vas avoir cette pensée, oui, je suis fatigué, c'est vrai, mais tu sais que tu as le potentiel et tu arrives à passer au-delà de la pensée, parce que ce qui nous plombe, c'est la pensée, en fait, quelque part. tout à fait, Moi, tout je à vais fait. vous quitter, excusez-moi. Ah ouais, mais c'est Bonne une très soirée belle à parole. tous. C'est une très belle parole, tu vois. C'est la pensée qui nous plombe. C'est une très belle, un très beau mot de la fin. C'est tout à C'est fait. vraiment ça. C'est vraiment ça. Bonne nuit. Bonne nuit, merci À beaucoup, Geneviève. bientôt. Bonne nuit, merci. Au revoir, Florent.